1, 2, 3, 1, 2, 3, allô, 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 allô. Allô, à l'huile. Bon, on est bien. On y va? Ouais. T'es prête? C'est prêt. Bon, Raphaël, on va commencer l'interview. Ok. Enfin, l'interview, la rencontre. Ouais. Merci d'accepter mon invitation à cette vidéo. Avec grand plaisir. J'ai quelques questions à te poser, bien sûr, mais je vois ce moment comme un échange où les gens qui regardent cette vidéo pourront en apprendre plus sur ta personnalité et sur ton travail, je l'espère. Les gens d'ailleurs peuvent le savoir, on se connaît depuis quelques temps déjà, on s'est vu à plusieurs occasions, on a déjà discuté de pas mal de sujets ensemble. Et d'ailleurs, à chaque fois que je ressortais de nos discussions, je me disais, et je crois que je te l'avais déjà dit, c'est dommage qu'on n'ait pas enregistré la discussion. Grave. Non, c'est vrai qu'à chaque fois, on part dans des discussions et des débats qui sont très intéressants. Donc, photos et autres, hein, d'ailleurs. Exactement. C'est assez ouf. Du coup, on va commencer par déjà, comment tu vas? Mais écoute, je vais très bien, il fait beau. Nous sommes au lac, on a choisi un très bon spot pour cette petite vidéo, c'est assez reposant, donc tout va bien. Et toi? Écoute, ouais, moi pareil, je suis content d'être ici, il fait bon. Ouais, parce que on a évité carrément. On a évité les grosses chaleurs et je suis très content d'être avec toi. On se voit pas si souvent que ça finalement, parce que maintenant tu habites à Paris, on va y revenir d'ailleurs. Et ça fait plaisir de te voir. Bah carrément, ça me fait plaisir aussi. Hein. D'ailleurs, justement, parce que je t'ai pas présenté en soi pour le début de la vidéo, comment tu te présentes quand on te le demande? Raphaël. C'est tout? Je crois. Raphaël, je suis photographe et directrice artistique. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais. En vrai. Ouais. Non, Raphaël, c'est bien. Photographe, directrice artistique. C'est ce que tu mets sur la bio de ton, Exactement. De ton Instagram. C'est ce que je dis plus ou moins. Mais c'est vrai que photographe, c'est un peu le terme général, mais c'est vrai que la direction artistique fait quand même une bonne partie de mon travail, donc les deux vont bien ensemble. On va en revenir bien en détail. Justement, tu as un univers photographique très personnel, on va y revenir, mais il serait intéressant de replonger dans les débuts. Ouais. Comment la photographie est arrivée dans ta vie? Mais écoute, la photographie est arrivée dans ma vie, je crois, au moment où je partais en voyage avec mes parents. Et en fait, mes parents avaient tous les deux des petits appareils photo que je commençais à piquer pendant les vacances. Ensuite, à la maison, dans le jardin, je faisais des photos de plantes. Ensuite, j'ai eu mon premier appareil photo à moi que mon père m'a offert. Avec lequel je prenais des photos au cheval. Je faisais beaucoup d'équitation, donc je prenais mes copines pendant les cours, les chevaux dans les prés, etc. T'avais quel âge là? J'avais début collège peut-être, un truc comme ça. Ok, donc 12-13 ans. Voilà, donc en fait la photo a toujours accompagné un peu mes passions. Jusqu'à ce que j'arrive au portrait, pendant le cours du lycée je crois. Je prenais des photos de mes amis. C'était du portrait assez simple, hein, mais j'aimais bien passer ces petits moments. Et puis ensuite, ma photographie s'est beaucoup plus affirmée après le bac, quand j'étais en études supérieures, où j'ai vraiment commencé à développer ma direction artistique. D'ailleurs, justement, comment tu as appris la photo? Ça s'est vraiment fait sur le tas? Complètement sur le tas. J'ai tout appris toute seule, en faisant mes petites recherches sur Google. Oui. Vraiment, non, complètement sur le tas. Un peu à la truelle, parce qu'aujourd'hui, si on me demande des conseils, parfois j'ai du mal à les donner. Mais ouais, j'ai appris toute seule sur le tas. Voilà. C'est la meilleure école, je pense. Ouais. Enfin, il n'y a pas de science exacte, hein, mais c'est vrai que... Non, mais c'est une bonne école. En tout cas, il y a un truc, je trouve, qui est hyper intéressant quand tu apprends toi-même la photo de manière autodidacte, c'est que dessus, tu vas te spécialiser dans ce qui t'intéresse. Tu vas te cibler directement. Ouais, c'est ça. Tu vas pas voir midi à 14 h, tu t'intéresses direct à ce qu'il te faut. Et au fond, tu retiens presque plus vite, parce que si tu cherches quelque chose, tu cherches un truc précis. Et du coup, vu que tu en as besoin sur l'instant T, tu le retiens directement. Enfin, moi, pour les retouches, Photoshop, etc., c'est comme ça que j'ai appris le plus. Hein. Pareil, hein, tu t'as appris toute seule tout ce qui est photo. Ouais. Ouais, Photoshop élément 06, je sais plus quelle année, sur le vieux Mac de mon père. Enfin, vraiment, c'était assez route. Mais c'est une bonne école. Justement, t'avais pas ton papa quand même qui t'aidait pour la photo, au moins pour les réglages au début? Bah écoute, mon père, il faisait de l'argentique quand il était jeune. Il m'a un petit peu guidée, peut-être au début, mais je suis même pas sûre, parce que lui, il était plus argentique et puis il a complètement arrêté depuis. Donc, et puis j'osais pas forcément lui demander non plus, donc j'ai vraiment fait toute seule, hein. Vraiment toute seule, ouais. C'est pareil, cela dit, pour ma mère faisait un petit peu de photos. Ouais. Mais alors moi, j'ai récupéré son appareil plus tard, d'ailleurs il y a quelques années, tu vois, et j'en ai discuté avec elle et elle a complètement arrêté, elle se rappelle même pas des réglages. Ouais. Donc c'était ce qui nous paraît, nous, aujourd'hui, reprendre un boîtier mécanique des années 80, un truc comme ça nous paraît presque une montagne quand on commence. Ouais.
en vrai, c'était très grand public à l'époque. Ah oui, non mais complètement, c'était assez accessible à tout le monde, hein. Il y en a plein qui faisaient de l'argentique. Ouais. Après, on y revient d'ailleurs. Maintenant, de nouveau, il y a une grosse vague sur l'argentique qui est revenue, mais non, c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment accessible à tout le monde, hein. Complètement. Aujourd'hui, ton travail, je trouve, est teinté de beaucoup de mélancolie, avec une ambiance lumineuse très réfléchie, souvent sombre. Alors c'est pas péjoratif quand je dis sombre, c'est travailler sombre, très onirique, avec des couleurs et une atmosphère faisant plus appel à la peinture qu'au naturisme. Tu te mets aussi en scène lors d'autoportraits et dans tous les cas de figure, tu partages un travail avec une direction artistique très puissante. Merci. Je trouve. Qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui te passionne le plus dans la photographie? Alors, j'ai envie de dire que c'est au-delà de la photographie, ce qui m'anime. Ça veut dire que ce qui m'intéresse, c'est un peu... En fait, c'est un peu brouillon ce que je vais dire. Mais aujourd'hui, du moins, la photographie, c'est vraiment devenu un peu mon moyen d'expression. Ça veut dire qu'au-delà de prendre des photos, il y a vraiment un message plus ou moins clair que j'ai envie de faire passer. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est un peu toutes les émotions qu'on peut ressentir, les choses qui se passent un peu dans la tête et on n'a pas forcément de mots à poser dessus. Mais par contre, les images viennent. Pas les mots, mais les images, tu vois. Et c'est vraiment ça qui m'anime, c'est ces petites histoires qui se créent. Parfois, je vois un paysage, parfois, je lis un poème, parfois, quelqu'un me dit un truc, ou même mon état psychologique voilà, peut m'inspirer. Et en fait, c'est tout ça qui va un peu m'animer dans la photographie. Au-delà de prendre la photo, c'est vraiment ce que moi, je vais ressentir dans ce que j'ai produit. C'est un moyen d'expression silencieux. Ah, mais complètement. C'est intéressant, ça. Ouais. Comment raconter une histoire sans dire des mots? Sans dire de mots, bah écoute, la photo. Moi, c'est clairement comme ça que même j'ai pu réussir à mettre des mots après. Oui. Mais avant, j'avais beaucoup de mal à parler de moi, à parler de tout ce que j'avais dans la tête, etc. Et depuis que je me suis mise à la photo, j'ai un peu trouvé mon moyen d'expression. Et il m'a ouvert les mots aussi, la parole. Donc c'est assez marrant. Tu as gagné en assurance dans la vie avec la photo? Ah mais complètement, à 100%. Ça m'étonne pas. Ouais. Est-ce qu'il y a un thème qui t'intéresse plus qu'un autre, un sujet de prédilection, disons? Un sujet de prédilection, ouais, je pense que tout simplement c'est... Alors, c'est plus dans mes autoportraits en fait que j'ai des véritables sujets. Et voilà, c'est plus les sentiments qu'on peut ressentir, toute l'intériorisation de plein de choses, même la solitude beaucoup aussi. On le ressent beaucoup la solitude dans tes photos, dans tes autoportraits surtout. Dans mes autoportraits, parce que c'est vrai que mes projets, contrairement à mes autoportraits, sont plus des idées un peu visuelles que j'ai envie de traiter, alors que mes autoportraits, c'est beaucoup plus des sentiments que je vais mettre visuellement en fait. Donc on va dire que mes sujets les plus intéressants sont toujours, enfin pas intéressants, mais les plus notables, c'est plus dans mes autoportraits. Et forcément, ouais, c'est tout ce qui se passe un peu dans ma tête. Donc, et mon rapport avec le monde, mon rapport avec moi-même, ça m'inspire beaucoup. Et justement, j'ai loupé une question juste avant sur tes débuts en photo, mais du coup on va le rejoindre avec la question que je voulais te poser là maintenant. Ouais. Quelles ont été tes premières inspirations et est-ce qu'elles ont changé au regard de ton travail aujourd'hui? Complètement. Ouais. Ah mais vraiment, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Je pense qu'en fait j'ai pris un véritable tournant quand j'étais en post-bac et là où j'ai développé ma DA aussi. Ouais. Mais en fait avant, j'avais une vision, déjà je comptais pas du tout en faire mon travail. Enfin, ni m'y consacrer à plein temps. Pour moi, c'était juste un plaisir. J'aimais bien prendre des photos. Même, je faisais du portrait, mais sans vraiment aller chercher au-delà de la photo. Sans ambition? Sans ambition. Et en fait, il y a eu un carrefour dans ma vie où la photo s'est greffée à mon cerveau. Et j'en avais besoin aussi, je pense, de cette bulle-là. Et en fait, c'est à ce moment-là où la photo a pris une ampleur beaucoup plus importante. Et aussi beaucoup plus psychologique, beaucoup plus intériorisé. Et forcément, mes sujets n'étaient pas du tout les mêmes qu'il y a même 4-5 ans. Bonjour le chien. Bonjour le chien. Aujourd'hui, les chiens sont de la partie. Sont de la partie. Hein. Alors j'espère que c'était sûr, merci le chien. C'est cool. Alors je sais pas à qui il est, mais il n'est pas à moi en tout cas. Mais alors du coup, tes inspirations au début et maintenant? Alors au début. En source d'inspiration, je parle. Au début, en fait, j'ai l'impression que j'avais pas de source d'inspiration avant.
Je sais pas comment dire. C'était un terrain de jeu plus qu'autre chose. C'était vraiment plus un terrain de jeu parce que j'avais commencé à faire de la photo jeune, que j'avais toujours gardé ça, que j'aimais bien quand même passer des moments avec les gens, prendre de jolies photos, etc. J'avais des inspirations, je pense, purement photographiques. Que photographiques et en plus pas très intéressantes non plus. Maintenant, j'ai des inspirations qui viennent de partout et de nulle part à la fois, de moi, de poèmes, de films, de ce que je vois sous mes yeux, d'une parole, d'un truc. Et du coup, elles sont beaucoup plus variées et forcément, ça développe aussi ma créativité dans un champ des possibles qui est beaucoup plus large qu'avant. Maintenant, tu vois, je fais des choses qui s'éloignent complètement du portrait. Tu vois, par exemple, ma série Aucun signal, en soi, c'est de l'autoportrait parce que je suis dessus, mais on me voit quasiment pas, je suis vraiment un élément parmi le paysage, alors qu'avant, je faisais purement du portrait, je voulais prendre la personne en photo. Donc c'est pour ça qu'avant, mes inspirations, j'arrive pas trop à les capter parce que ça me ressemblait pas. Enfin, ça me ressemblait peut-être à l'époque, mais... Et en fait, je me retrouve dans ce que tu dis parce que si tu as commencé la photographie comme un terrain de jeu et en fait, tu apprenais clairement la technique et ton œil s'est affiné et jusqu'à un moment, au moment précis où, en plus de s'affiner sur ton travail, il s'affinait sur le travail des autres aussi. Ouais, carrément. Et en fait, je le dis clairement que j'ai vraiment grandi avec la photo et qu'elle a pris de la maturité comme moi, j'en ai pris aussi personnellement. Ouais, c'est logique, ça fait sens. Tu as travaillé longtemps dans la région bordelaise. Oui. C'est comme ça qu'on s'est connus, puisqu'on est tous les deux de la région bordelaise. Et puis récemment, tu es partie t'installer à Paris. Ouais, c'est ça. Pourquoi ? Pour le travail, tout simplement parce que j'ai envie de propulser un peu mon travail vers des terrains un peu plus larges que ce qu'il y a malheureusement à Bordeaux. C'est triste de dire ça, mais tout est centralisé à Paris, du moins pour l'expansion du travail artistique, quoi. Et du coup, j'y suis allée parce que je commençais à avoir un peu plus d'opportunités là-bas. Et je vais chercher aussi mes opportunités là-bas, ce que je suis en train de faire un petit peu. Mais à Bordeaux, ça a été un terrain de jeu et de travail très 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 cool. Mais j'ai eu au bout d'un moment envie de sortir de ma zone de confort. Voilà, tout simplement. Et ça s'est bien passé la transition ? Non. Oui et non. Je vais pas dire non parce que ça paraît hyper négatif, mais ça a été plus difficile que ce que je pensais. Parce que c'est vrai qu'ici, j'avais un confort de travail qui était génial. Des paysages accessibles comme ça à 30 minutes. À Paris, t'as pas ça. Hein. Paris, c'est la ville. Je suis malheureuse dans la ville. Enfin, créativement, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a. La stimulation un peu artistique. Tu rencontres beaucoup de gens, etc. Mais créativement, tu vois, là, ça fait quasiment 1 an que j'y suis. J'ai quasiment fait aucun projet personnel. J'en ai fait peut-être 3 dans l'année, à tout casser. Alors qu'à Bordeaux, j'enchaînais. Mais ça m'a fait aussi peut-être du bien. Au début, je culpabilisais un peu. J'étais un peu malheureuse par rapport au fait que je produisais moins. Mais maintenant, j'ai l'impression que je produis moins, mais sur des choses qui me plaisent encore plus peut-être. Et même, je me satisfais encore plus du coup. Parce qu'avant, j'étais un peu... je produis, mais du coup, j'étais pas forcément contente, alors que c'était très cool. Hein. Quand j'avais du recul dessus, je me disais, si, Raph, c'est bien. Mais là, vu que je produis moins, dès que je produis, je suis trop contente. Oui, je vois. Donc, le sentiment. Du coup, là, tu vois, j'ai shooté l'autre jour avec Roxane, j'étais comme une gosse. J'étais contente de toutes les photos que je prenais au millimètre près, tu vois. Donc, alors qu'avant, j'étais très, très dure. Là, j'ai l'impression d'être moins dure avec moi-même, tu vois. D'avoir passé un petit cap. Oui, je vois. Mais par contre, vu que tu es sur Paris, est-ce que tu as réussi à trouver de la clientèle et est-ce que cette clientèle t'amène à quand même faire des photos comme toi tu veux le faire? Ouais, parce que je travaille aussi pour des covers, des clips, etc. Où on est amené à bouger. J'ai fait un clip dans les Pyrénées, c'était trop cool parce que t'es dans les Pyrénées, t'as des paysages incroyables. Moi, c'est ça que j'aime en fait, c'est aller vers des paysages et y créer ce que j'ai envie d'y créer ou capter ce que j'ai envie d'y capter. Et du coup, c'est pour ça. Donc Paris, c'est un peu le point de départ, mais j'ai envie d'aller ailleurs, quoi. J'ai envie de bouger, qu'on m'amène dans des paysages fous et que j'y fasse de belles choses, quoi. En fait, Paris, c'est le réseautage. Hein. Voilà, c'est purement le réseautage. Parce que, créativement, en termes de moyens, c'est très pauvre pour moi, du moins pour mes... Oui. Toi, tu es vraiment proche de la nature. Hein. Ah, mais à 100%. À 100%. Tous tes décors sont naturels. Grande partie. Sinon, c'est de l'intérieur aussi. J'aime bien l'intérieur, mais un intérieur qui dégage quelque chose, où tu sens qu'il y a un truc qui s'est passé, tu vois. Il y a du décor, en fait. Ouais, j'ai besoin de décor et les murs de Paris ne sont pas un bon décor pour moi, ne m'inspirent pas.
Oui. C'est trop ancré dans le réel, tu vois. Moi, j'ai besoin de sortir de ça. Et puis urbain. Après, ouais, c'est ça. On sent qu'on est en 2022, tu vois, à Paris. J'ai besoin d'endroits où tu sais pas où t'es, ni à quelle période, ni à quelle date. Mais à Bordeaux, c'est la même chose finalement. Mais comme tu dis, comme tu as très bien dit, à 30 minutes en voiture, tu te retrouves dans des décors comme ça. Exactement. Donc clairement, ça fait la différence. Et justement, les modèles, on va en parler. Les modèles, les muses. Est-ce qu'il te faut forcément une modèle pour pouvoir faire de la photographie? Bah écoute, je suis aussi ma modèle, mais je sais pas si c'était ça la question ou c'était plus est-ce que je me plais avec un paysage par exemple, juste un paysage. En fait, il y a plein de disciplines en photo et c'est vrai que toi comme moi, on a l'habitude de photographier des sujets. Ouais. Mais en fait, il y a des gens qui photographient des animaux, il y a des gens qui photographient des paysages. Ça fait partie de la photographie pour autant. Est-ce que toi, tu peux t'épanouir dans une autre catégorie de la photo sans modèle? Mais écoute, je pense que plus aujourd'hui. J'ai commencé, bon c'est un peu, j'étais très jeune donc en soi je sais même pas si ça vaut le coup, mais j'ai commencé avec du paysage, avec de la macro, avec de la photo animalière. Mais aujourd'hui, vu que ce qui m'inspire c'est vraiment faire dégager quelque chose avec un regard, avec une sensibilité, avec une présence. Il y a des paysages qui peuvent m'inspirer, mais j'ai toujours envie d'y rajouter une petite présence, tu vois. Un petit truc. Là aussi. Ouais, toujours. C'est terrible. Hein, ouais. Quand je vois un beau paysage aujourd'hui, par exemple, là, ce paysage, j'avais complètement oublié, qui est pas très loin de chez moi. Je le vois, mais j'ai besoin d'y mettre quelqu'un. Mais ouais, c'est ça. En fait, pour que l'histoire se passe, il faut qu'il y ait un perso. Un petit personnage, même s'il est tout petit. L'empathie, elle passe par là, en fait. Ouais, je suis complètement d'accord. Enfin après, voilà, c'est ce qui nous inspire et je pense que les gens qui photographient que du paysage arrivent à transmettre des choses sans personne. Mais nous, je pense qu'on a besoin d'un petit storytelling avec quelqu'un qui marche à côté sur une lumière. Enfin, tu vois, c'est. On se raconte des histoires. Voilà. Et pour avoir des histoires, on a besoin de personnages. Effectivement. Est-ce qu'il y a des modèles qui reviennent souvent, que tu pourrais appeler muses? Ouais, bah par exemple Roxane, avec qui ces 2 dernières années, j'ai fait quasi l'exclusivité de mes shootings. Parce que j'ai réussi à la mettre dans plein de trucs différents. À chaque fois, je changeais soit de tenue, soit de coupe de cheveux, enfin de perruque ou quoi que ce soit, de make-up. Et du coup, on n'arrive pas forcément à la capter à chaque fois. Mais Roxane, c'est vrai que c'est une personne chez qui j'ai réussi à retrouver une sensibilité et une profondeur sans qu'elle me dise rien. Mais comme moi, parfois, je le fais avec les gens où tu sens qu'il y a un truc, les gens ne te le disent pas, mais tu sens que... il y a de la profondeur derrière ce qu'ils montrent. Et c'est vrai qu'avec Roxane, j'ai retrouvé ça. Après, il y a beaucoup d'autres personnes avec qui j'ai adoré shooter pour d'autres contextes. Mais c'est vrai que Roxane, je la trouve assez universelle dans mes shootings. Et caméléon. Ouais, caméléon complètement. Ouais. Et puis elle est facile, quoi. C'est trop facile avec elle. Alors elle a un caractère facile aussi. Ouais. Mais elle a ce petit truc d'actrice. Ouais, mais en fait, là où j'ai vraiment vu le potentiel incroyable qu'elle pouvait avoir, c'est quand j'avais fait un petit clip avec elle il y a 2 ans. Je crois que je l'avais shooté qu'une seule fois avant ça. Et en fait, depuis ce clip, j'ai shooté qu'elle. Parce que j'avais vu à la caméra, donc sous forme de vidéo, à quel point son regard, ce qu'elle dégageait, c'était mais d'une finesse incroyable. Mais incroyable. Ah ouais. Incroyable. Un charisme. Juste rare, un battement de paupières, ça te dégage un truc de fou. Et du coup, c'est là, depuis ce jour-là, je crois que je me suis dit, mais en fait, je peux tout faire avec elle, quoi. Et au-delà que ce soit une muse, c'est vraiment une personne avec qui je me suis retrouvée, avec qui je suis à l'aise. J'ai besoin d'être à l'aise aussi pour créer. Et le fait que ce soit plus une première rencontre, ça me met encore plus à l'aise pour créer tout ce que je veux, quoi. Là, je suis bien d'accord avec toi. Parfois, quand on fait des portraits, je vois beaucoup de photographes, c'est difficile de dire ça sans juger un petit peu, mais je vois beaucoup de photographes quand même qui font une espèce de collection de modèles, de collection de visages. Et moi, je me retrouve dans le fait de créer des liens, là, comme ce que tu as expliqué avec Roxane, parce qu'en fait, ça va pousser, je trouve, la créativité à son maximum. Ouais, c'est ça. Et tu connais la personne, tu sais que ça lui plaît. Tu sais que vous allez vous retrouver sur ce truc-là et que du coup, forcément, son cerveau va bien fonctionner sur le projet aussi et qu'elle va être dans tes attentes et proposer au-delà de ce que toi t'attendais. Alors que parfois, tu as des gens, même si tu t'entends bien humainement, peut-être qu'ils vont moins accrocher à tes idées visuelles et du coup, il y aura un petit décalage, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que je sais
qu'on s'entend à fond sur nos univers et que du coup, bah, moi je suis trop à l'aise pour lui proposer tout ce que je veux, quoi. Puis c'est une artiste. Ouais. Du coup, parce qu'elle-même, elle crée de son côté, donc elle sait ce que c'est, elle comprend les artistes. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est vraiment, il y a un terrain d'entente particulièrement bon avec Roxane. Bah complètement, parce que c'est vrai qu'il y a des fois où même sur les shoots, tu peux être un peu, je sais pas, un peu déçu, avoir tes petits caractères d'artiste où t'es pas satisfait. Et puis c'est vrai que parfois les modèles peuvent le prendre pour eux, se dire ah, peut-être que c'est moi qui suis pas à la hauteur alors que c'est juste nous. Et du coup bah, d'avoir quelqu'un qui sait commenter comment tu fonctionnes, qui va pas forcément prendre ça pour lui, bah toi t'es à l'aise. Tu dis bah tiens en fait là j'aime pas du tout, faut qu'on trouve un autre truc, j'y arrive pas et puis on va trouver autre chose quoi. Plutôt que bah, on s'enferme un peu, ça me plaît pas, je sais pas, et puis tu sors du shoot avec rien qui te plaît parce que t'as pas osé dire à la modèle que ça te plaisait pas. Et du coup bah non, faut être à l'aise, tu vois, moi j'ai vraiment besoin de ça. Je comprends. Et juste, alors, parlant de modèle, en parlant de tes projets personnels plus spécifiquement, est-ce que tu penses à des projets avant de penser au modèle ou est-ce que c'est une modèle qui va t'inspirer et tu vas créer un projet autour d'elle? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux parce que très souvent j'ai quand même mes projets en premier. Et ensuite, je vais un peu imaginer le type de profil qui me plairait. Soit, je sais pas, une fille très blonde, blanche de peau, très blanche pour la pureté du truc, ou alors quelqu'un qui aura un regard plus sombre. Donc vraiment, selon l'ambiance de mon shoot, parfois je vais direct penser à quelqu'un, mais parfois je sais à peu près le type de profil que j'aimerais avoir, et du coup, bah, la personne vient en second. Ça m'est jamais arrivé, je pense, d'avoir d'abord la modèle et de créer ensuite. Ah oui? Je crois pas. Ah ouais, non, je crois pas. C'est pareil avec les lieux, tu fonctionnes pareil? Pour les lieux, souvent c'est parfois mon point de départ, hein, le lieu, sur mes idées. Parfois non, mais très souvent, ouais, je vais tomber sur un lieu. Ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur des lieux et de me dire tiens, il faut que je crée un truc là-dedans. Et du coup, le fil se déroule, quoi. Et d'ailleurs, moi personnellement, je trouve ça extrêmement difficile quand tu as un projet en tête, et que tu n'as pas le lieu et qu'il faut faire du repérage pour. C'est, je trouve, la configuration la plus compliquée pour moi. Ah mais complètement, et je crois que je ne l'ai jamais rencontré encore justement parce que j'adore démarrer du lieu. D'accord. C'est là où tu vois, t'as ta scène et tu te dis bah tiens, qu'est-ce qui va s'y passer? Ouais, je vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, si j'ai déjà eu des idées, mais du coup je suis trop frustrée parce que j'arrive pas à trouver le lieu qui me faut. Mais ça, ces idées-là, elles sont dans mon carnet depuis 3 ans et en attendant de trouver le spot idéal. Mais ça, c'est trop dur. Sinon, il faut tout construire pièce pour pièce, quoi. Parfois, ça se cale bien. Récemment, le projet New Dune que j'ai fait avec 2 modèles nus dans les dunes, le lieu, je l'avais pas. Et les pauvres, je les ai fait marcher pendant 1h30 sur la plage pour trouver les bonnes dunes. Du coup, j'ai trouvé le lieu, tu vois, mais j'avoue, rétrospectivement, j'ai fait ça un petit peu quand même à l'arrache, tu vois. Mais quand tu as un truc en tête, c'est compliqué de s'en détacher. Ah, c'est hyper dur, hein, parce que c'est dur de s'en détacher, mais parfois ça peut t'amener à de bonnes surprises. Oui, c'est vrai. Mais tu as peur justement que ça t'amène pas à de bonnes surprises et qu'au final, ce soit moins bien. C'est pour ça que... Pourtant, tu vois, je sais pas si ça t'arrive de faire de l'improvisation... Est-ce que ça t'arrive tu prends une modèle et puis tu pars sans avoir une idée réfléchie? Ça, je le faisais avant, mais je le fais plus maintenant. Ça te manque pas du tout, ça? Oui et non, parce que en fait, je sais maintenant. Après, je me complique peut-être trop la vie maintenant, mais j'ai vraiment besoin de tout avoir en main, du make-up ou pas, au stylisme ou pas, au lieu ou pas, mais que je sache exactement pourquoi je fais ça. Et avant, j'improvisais beaucoup, mais maintenant, j'aimerais bien retester, tu vois, justement pour me donner un avis maintenant, parce que ça fait des années que je ne l'ai pas fait. Mais j'aimerais bien retester, de faire un truc à l'impro et de voir ce que ça donne. Mais j'ai toujours une petite idée en tête avant. C'est de la semi-improvisation, on va dire. Oui, en fait, tu crées un contexte, hein. Il y a au moins un lieu, il y a forcément une modèle. Une idée de lumière, d'ambiance, toujours. Tu crées un contexte et après, quand je dis improvisation, effectivement, c'est après une fois que tu as mis le contexte en place. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais non, je t'en parlais parce que justement, une des choses que je trouve que permet l'improvisation, de pratiquer l'improvisation, c'est d'être beaucoup moins déçu quand tu es sur un shooting où tu n'as pas forcément les conditions que tu voulais exactement ou le lieu exact. Tu arrives un peu mieux à t'adapter et à être moins déçu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que t'es moins déçu parce que t'as pas d'attente, ça te fait des belles surprises. Mais non, je suis d'accord avec toi.
Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que moi, je crois que j'ai toujours besoin de compliquer les choses. Et que j'arrive. C'est pour ça qu'il faut que je reteste, mais là, de ce que j'ai envie de dire, je sais pas si j'arriverai à me satisfaire de cette spontanéité. Oui. Parce que j'aime trop préparer tout en fait. Pas tout, parce que parfois j'ai pas toutes les clés en main, tu vois, mais j'aime vraiment que les choses aient du sens ou que je sais qu'elles vont avoir du sens après, tu vois. Non, mais après, et dans la spontanéité, je sais pas si j'arriverai à trouver le sens que j'ai envie de donner. Mais ça a du sens ce que tu dis, parce qu'effectivement, créer du sens sur un shooting où tu fais vraiment que de l'improvisation, sans message particulier ou sans histoire à raconter, on peut se demander quel sens ça a. Ouais. Donc oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais je te disais pas ça pour que tu en fasses absolument. Mais j'ai envie mais en fait, tu m'as donné envie de retester parce que c'est vrai que j'aimerais bien quand même voir si j'arriverai à me satisfaire d'un truc instantané, spontané comme ça. Clairement, ça va donner quelque chose de différent de ce que tu as l'habitude de faire en projet personnel parce que tu as une direction artistique très puissante. Donc forcément là, tu vas être sur après, tu vois, ça me fait penser à un truc. Je fais du spontané, par exemple dans les photos de clips que je fais, mais il y a quand même un truc de préparé. Oui, ça veut dire qu'il y a le paysage, la tenue qui ont été faites pour le clip, mais toutes mes prises de vue vont être très spontanées. Et c'est vrai que parfois, je fais un peu des mini-crises sur ces moments-là, parce que j'arrive jamais à prendre le temps de bien shooter, parce que tu es toujours dans le vif. Tu dois pas déranger les caméras, tu as 3 secondes pour shooter. Du coup, je suis là, j'arrive pas à avoir le plan que je veux. Au final, quand je rentre chez moi 4 jours après, je suis super contente de mes images, mais sur le moment, le fait d'être trop dans le spontané, ça me déçoit en fait. J'ai l'impression que j'arrive pas à maîtriser le truc. Je pense que j'ai besoin de maîtriser le... Ce que tu fais là, parce que si j'ai bien compris, c'est quand tu fais des photos sur une réalisation, où c'est pas toi qui as fait la DA. Il y a des fois je la fais et des fois je la fais pas. Il y a des fois j'aide un petit peu pour la DA ou la réal, j'apporte ma petite touche quoi. Mais il y a des fois où pas du tout, mais je sais que ça va quand même me plaire, ça va être quand même dans un univers qui me plaît. Mais du coup ça c'est du reportage pour moi. Ouais, c'est du reportage. C'est pour ça que du coup tu es dans une situation pas habituelle. Ouais. Reportage, mais c'est quand même du reportage artistiqué, j'ai envie de dire, mais magnifié. J'en attendais pas moins de toi, de toute façon. Oui, je vois. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, dans la pratique, c'est tu es sur un lieu qu'il faut que tu photographies, enfin un lieu, des conditions qu'il faut que tu photographies, mais il n'y a pas une image en tête que tu as forcément. Non. Je vais la voir quand je vais arriver pile sur le lieu, tu vois. Et je vais me dire, tiens, ça peut être intéressant, ça. Et du coup, je vais essayer de faire. Mais avant, sans avoir vu le lieu, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et c'est vraiment sur le moment T, avec la lumière, le décor, comment je vois que ça défile devant mes yeux, que je vais me dire, tiens, ça peut être cool. C'est souvent de ce genre de travaux que sort un cover, par exemple, pour un artiste. Alors, j'ai pu voir sur ton compte Instagram. Oui et non. Par exemple, pour Dajak, l'artiste, que j'ai fait 2 covers pour lui. La toute première, celle avec le casque, a été purement réfléchie. On avait fait tout un mood board où j'avais fait des propositions pour la cover avec différentes propales et on avait choisi celle-ci. Donc ça a été vraiment shooté indépendamment du clip, même s'il y avait l'univers du clip. Et la seconde que j'ai faite, où c'est sur la neige, il y a une petite silhouette qui s'en va bleue là, ça c'était sur l'instant. Parce qu'en fait, on savait qu'on voulait une cover un peu paysage, plan de loin, enfin plan large, quelque chose d'assez subtil, un peu peinture. Mais on n'avait pas exactement l'idée du spot dans lequel on allait le faire. Et même le spot où on a shooté, on n'était même pas sûr d'y aller non plus. Donc ça a été vraiment instantané, enfin pas instantané, mais spontané plutôt. Et en fait, c'est à la fin, quand j'avais shooté toutes les photos du clip, que je m'étais dit, tiens, celle-là, ça peut être cool pour une cover, parmi toutes celles que j'avais shootées. Et il t'a fait confiance là-dessus. Et l'équipe était d'accord avec moi. Ils se sont dit, celle-ci, c'est vrai qu'elle dégage un truc en plus des autres. Mais du coup, là, pour le coup, j'avais pas préparé celle-ci. Comme quoi, tu vois. C'est vrai. Un peu de spontanéité. Ouais. Et sur tes autoportraits, alors moi, je crois que j'aime vraiment beaucoup de tes séries dans ton travail en général, mais je crois que je suis plus touchée par tes autoportraits. Merci. Mais parce que, et tu le disais tout à l'heure, je pense que c'est là où tu délivres plus de choses très personnelles. Et justement, d'où ça te vient cette envie de faire des autoportraits? Est-ce que c'est vraiment tu avais besoin de t'exprimer sur quelque chose?
Ça représente quoi pour toi ces autoportraits? Bah écoute, j'ai commencé, alors du plus loin que je me souvienne, j'ai commencé les autoportraits où c'était purement du portrait, enfin de l'autoportrait, sans message, juste parce que je me disais tiens j'ai envie de tester mon nouvel objectif, ou j'ai envie de tester tiens la lumière est jolie, voilà. Et en fait c'était pas du tout personnel, tu vois. Et en fait je crois que c'est à partir du confinement, ou peut-être un petit peu avant, à une période où j'allais pas très bien dans ma vie, que je me suis plus, enfin je sais pas, j'ai ressenti des trucs quand je prenais mes photos. Au début, j'osais pas du tout poster ça sur Insta, sur les réseaux, parce que je me disais oulala, là j'ai l'impression de me mettre à nu, alors que peut-être que les gens n'allaient pas du tout le percevoir comme ça. Mais moi j'avais l'impression, en plus il y avait mes parents qui me suivaient, comme je suis quelqu'un d'hyper secret sur ma vie, je me suis dit waouh, là j'ai l'impression de me montrer à nu, donc j'avais peur. Et en fait, ouais, c'est un peu le cas. Et en fait, je l'ai fait une première fois. Et je l'ai fait, je l'ai refait. Maintenant, j'ai complètement dépassé ça. Ça veut dire que même mes parents ne vont pas me poser de questions en mode bah, Raph, ça va pas trop, pourquoi t'as fait cet autoportrait? Non, non, ils savent que c'est artistique, que c'est mon moyen de m'exprimer. Du coup, j'ai même plus peur de montrer mes photos ou quoi. Mais c'est vrai que ouais, il y a eu un cap où j'ai vraiment ressenti qu'il se passait un truc. En fait, c'est presque un peu magique dans le sens où parfois j'avais une idée de photo, je shootais la photo et c'est quand je la vois devant l'écran que je me dis waouh, en fait on dirait que j'ai voulu dire ça sans que je le sache avant et que en fait ça exprime pile mon ressenti du moment, tu vois. Instinctif. Ah mais c'est un truc de fou. Parfois je me dis mais attends, il y a quelqu'un qui m'a passé un message dans les boutons, je sais pas. Mais ouais, il y a des fois où je me dis waouh, en fait j'ai mis beaucoup plus de sens que ce que je pensais initialement. Peut-être que les gens le captent pas forctement, mais moi je le sais, tu vois. On y capte ce qu'on veut, ce que chacun veut y capter, je pense. C'est en fait, d'un point de vue extérieur, comme moi je regarde tes photos, que je regarde tes autoportraits ou des photos que tu as fait avec d'autres modèles, je vais les percevoir avec mon propre bagage personnel. Je ne vais pas me demander, tiens, est-ce que Raph va bien ou pas, tu vois. De toute façon, on voit que mes photos, elles sont un peu dark et que là-haut, il se passe beaucoup de choses. Moi, l'émotion que j'ai ressentie le plus, et parce que ça me touche personnellement, c'est la solitude. La solitude, la mélancolie, je trouve que c'est des choses qui sont trop profondes, tellement profondes qu'on peut aller y creuser. C'est sans fin. Hein. 1 milliard et tomber sur des trésors, tu vois. C'est au fond de la mer qu'on trouve les plus belles choses et c'est là où j'ai un peu puisé mon inspi, tu vois. C'est... tu vois, il y a des moments où je suis super heureuse dans ma vie et j'arrive pas à mettre en avant cette joie. Parce que, limite, je trouve ça trop universel, la joie. Alors que la mélancolie, c'est propre à chacun. Enfin, la joie aussi, mais je sais pas, j'ai l'impression que la mélancolie, la solitude, c'est des choses qui sont encore plus personnelles, encore plus intimes que les sentiments joyeux, clairs, tu vois. Moi, je pense que j'ai du mal à mettre des mots là-dessus aussi, parce que je ressens un peu la même... J'essaye de m'expliquer ça, parce que moi aussi, je préfère beaucoup plus la mélancolie à la joie, par exemple. Je pense que, tout simplement, la mélancolie, la tristesse, c'est des sentiments plus puissants. Ouais. Et c'est triste à dire quelque part, c'est plus puissant que la joie. Ah mais complètement. Moi je sais que j'ai eu des moments dans ma vie où j'étais profondément triste et je n'ai jamais ressenti de choses aussi fortes, même si j'ai eu des moments où j'étais profondément heureuse. Mais la tristesse m'a plus marquée que la joie, tu vois. On retient plus de toute façon là où on descend le plus bas. Et de toute façon c'est là où on descend le plus bas qu'on est capable de monter le plus haut aussi. Tout à fait. On prend plus de propulsion. Et alors je sais pas toi, mais je pense que la mélancolie, la tristesse, tous ces sentiments forts, je préfère m'exprimer à travers mon travail là-dessus. Mais par contre la joie, je préfère la communiquer, la partager avec les proches, les amis, la famille. C'est ça. C'est complètement... Ah mais je te rejoins totalement là-dessus. De toute façon, j'arriverai même pas à le mettre en avant, la joie, quoi. J'ai pas envie de sourire dans un champ de fleurs, quoi. Enfin, je préfère pleurer dans un champ de fleurs, je trouve ça plus stylé, tu vois. Parce que justement, il y a un décalage. Mais c'est vrai que la joie, c'est pareil, je préfère la vivre et justement la partager plutôt que de la mettre en image, tu vois. C'est vrai que j'arrive pas. Oui, mais je comprends. Mais là, j'essaye d'avoir en tête un artiste qui retranscrit la joie et j'en ai pas en tête. C'est quand même beaucoup plus rare que des artistes qui vont traiter la mélancolie, la tristesse. De toute façon, le spleen baudelairien...
depuis toujours, on sait que la mélancolie, la tristesse, les déchirures de l'âme, ça a toujours été des sujets qui ont inspiré de nombreux poètes et peintres. Hein. Ouais, complètement. Donc, et même si on regarde dans la culture plus moderne, tous les films de comédie ont cette touche de dramaturgie. Parce que sinon, tu peux pas. Sinon, c'est de la comédie après. Mais même la comédie, je veux dire. Ouais, c'est vrai. Il y a forcément un moment donné, tu sais, par exemple, ces personnages qui vont se séparer parce qu'il y a une rupture et puis ils vont se remettre ensemble. Ouais, c'est vrai. Ce schéma classique de dramaturgie que tu es obligé de foutre même dans des comédies parce que sinon tu t'attaches moins ou alors tu te fatigues. Ouais, parce que rigoler pendant 2 heures, c'est fatigant. En fait, je pense qu'on a vraiment besoin de ces montagnes russes. Pour avoir la joie, il faut la tristesse, et pour avoir la tristesse, il faut la joie, et que sans l'une et l'autre. J'avais lu un truc dans un livre qui est mon livre de cœur, de Khalil Gibran, ça s'appelle Le Prophète. Ouais. C'est un livre un peu... En fait, c'est l'histoire d'une personne qui part de son village. Le jour où elle part, toutes les personnes lui posent une question. La femme enceinte, le travailleur, et c'est toujours sur des questions un peu de société. Par exemple, la femme enceinte, elle va lui demander des questions un peu, qu'est-ce que la vie, le travailleur, qu'est-ce que le travail, etc. Et à un moment, quelqu'un lui pose une question sur qu'est-ce que la tristesse, je crois, ou qu'est-ce que les émotions. Et en fait, il expliquait que la tristesse n'est rien et n'est autre que la joie cachée. Et la joie n'est autre que la tristesse cachée, et que l'une sans l'autre ne sont rien en fait. Ouais, c'est complètement complémentaire. Complètement. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, ce mec a raison. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut pas se faire la réflexion, par exemple, tu sors une photo qui exprime de la joie ou de la mélancolie, pas de la joie justement, de la mélancolie ou de la tristesse, mais ce que les gens voient pas, c'est à quel point tu es contente d'avoir fait cette photo. Ouais, grave. La joie, elle est présente finalement quelque part. La joie est présente dans le résultat parce que tu te dis, waouh, là j'ai réussi à mettre... Enfin, t'es trop fière de toi. Au-delà de la joie, c'est de la fierté aussi. Oui, aussi, Ouais, il y a des fois où j'ai été trop fière jusqu'aux larmes de photos, quoi. Je me dis, ouais, là, j'ai réussi à faire un truc de fou où je ressens ce que j'ai voulu dire. C'est fort, ça. Ça, c'est cool. Ouais. Très bien. Mais alors, justement, on va s'éloigner un tout petit peu de ces considérations philosophiques, on va dire, pour parler juste un petit peu de matériel et de technique. Peut-être que ça va aller vite. C'est vrai qu'on parle là, on commençait à s'éloigner du sujet. Là, on partait dans des discussions en regardant l'horizon. On perdait le fil conducteur, mais c'était la partie la plus intéressante pour moi. Le matériel, la technique, moi, je sais que c'est quelque chose qui est important, je sais pas, mais c'est quelque chose que je m'intéresse, mais c'est pas le plus important, voilà, justement. Pour toi, qu'en est-il du matériel, de la technique, pour la photographie? Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu attaches une importance particulière? J'y attache une importance sans y attacher d'importance. Ça veut dire que, par exemple, là, je bosse avec un seul objectif à 90% du temps, et mon appareil que j'ai depuis 5-6 ans. C'est lequel, justement? Le 6D de chez Canon. J'ai quasiment toujours été chez Canon. Et en fait, j'y attache de l'importance parce qu'il y a des fois où je veux faire un rendu et je vois que mon appareil arrive à ses limites. Par exemple de nuit ou même pour des petits plans vidéo, je me dis là mon appareil il supporte pas le truc. Là j'arrive au bout de ses capacités. Mais à côté de ça, je ne m'y connais pas du tout en matos. Ah oui? Ah mais enfin je connais les optiques etc. tu vois. Mais je vais pas faire des recherches dessus. Tu vois, les sorties, les trucs comme ça, je suis pas. Pourtant, je sais que l'appareil a une vraie importance dans mon taf parce que je vais pas shooter au smartphone évidemment et que j'ai besoin des avancées technologiques qu'il y a sur les appareils photo pour être la plus à l'aise possible. Mais en soi, je m'y connais pas du tout en termes purement même techniques, tu vois. J'ai appris toute seule aussi et du coup, il y a plein de choses que je suis sûre que je saurais pas faire ou expliquer ou que je sais faire sans le savoir, tu vois. Je pense aussi, oui. Donc, on peut pas en arriver à un tel niveau comme tu as pour pas savoir faire de la photo, tu vois. Ouais, non mais je schématise, mais... les bases, bien sûr. Mais c'est vrai que il y a plein de trucs. Enfin, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sauraient mieux faire que moi, tu vois. Mieux l'expliquer, je dirais. Mieux l'expliquer, peut-être. Enfin, peut-être, oui. Ouais, c'est juste que je sais pas si je sais ou pas. Tu vois, c'est un peu un mystère. Je sais le faire, mais comment? Je sais pas. Tu dois changer de boîtier du coup aujourd'hui, comment tu fais? Tu vas particulièrement t'y intéresser pour changer de boîtier, puis après exactement. Son cours. Totalement. C'est ce que j'ai fait à chaque fois que j'ai changé de boîtier. Enfin, j'ai pas changé 1000 fois, hein, parce que tu vois, celui que j'ai là, le 6D, ça fait 5-6 ans que je l'ai.
Avant, j'avais eu un boîtier Canon, je crois que c'était le 70D. Encore avant, j'avais le 1100D. Et encore avant, j'avais un petit bridge Panasonic Lumix, voilà. Mais je crois que c'est les seuls appareils que j'ai eus. Ça fait beaucoup, mais tu vois, c'est vrai qu'il y a des photographes qui changent beaucoup, tu vois. Et même d'objectifs, mis à part le 50 mm et le 24, j'ai un peu testé le 24-70, mais je suis très pauvre en termes de matériel. Hein. J'ai pas 3000 optiques, 3000 boîtiers, 3000 trucs, accessoires, machin et tout. Alors là, moi je suis vraiment... Même en lumière, t'es pas tant équipé que ça. J'ai un petit studio maison, avec des petites lights de studio et tout, que je me suis plus à acheter. Au final, je suis quasiment pas de studio. mais elles me servent quand même pour beaucoup d'autoportraits en intérieur. Ouais. Mais elles sont amovibles aussi, c'est pas des lights que tu utilises dehors Non, elles sont que surprises. Ah, celles que j'utilise dehors, c'est des mini lights que j'ai d'ailleurs envie de changer dans pas longtemps. Mais non, j'ai quelques trucs pour la lumière, mais sinon en termes purement appareil optique et tout, je suis assez pauvre. Hein. Ça suffit. J'ai le minimum, voilà. Bah, moi ça me suffit, même s'il y a des fois où j'aimerais bien avoir plus, mais j'aimerais bien avoir un plus grand angle et une petite macro. Ça va venir. Mais pour le moment, je me plais carrément bien avec mon 24, je le trouve super polyvalent et j'adore cet objectif. Ouais. C'est ma focale de prédilection, le 24 Ah mais vraiment je l'adore. Pendant très longtemps c'était le 35 mm qu'on vendait à fond, le 50 aussi. J'ai commencé au 50, je l'ai détesté ensuite. Et là je le retrouve et je l'aime de nouveau. Ah oui? Ouais, il y a quelques commandes ou shoot que j'ai fait là ces derniers temps où je me suis revue à apprendre le 50 et je me suis dit tiens en fait il est pas si mal. Ouais. Mais il fallait que je l'oublie un peu pour le réaimer, tu vois. Je trouve que moi j'utilise une multifocale, donc parfois je shoot au 50 sans même m'en rendre compte quand je veux juste me rapprocher un peu, tu sais, en portrait serré. Mais le 50 mm, si vraiment j'y réfléchis avant, je trouve que t'as toujours le cul assis entre deux chaises, je trouve. Créativement parlant. Mais ouais, c'est ça. En fait, je le ressentais carrément quand j'avais que le 50, mais maintenant que j'ai le 24, j'arrive à... Vu qu'ils sont hyper différents, t'as quand même une bonne largeur entre les deux. Du coup, voilà, je suis plus sur du portrait serré ou sur du détail, mais j'ai envie d'avoir plus un 80 ou alors un 100 mm, tu vois, justement pour pousser encore plus ça. Oui, je vois. Mais non, je le réapprécie un peu, sans que ce soit l'amour fou, mais je le réapprécie un peu. Il a quand même sa place. Tant mieux. Et justement, ça me fait penser à Alors, j'ai récemment pu interviewer le PDG de Nikon, et à un moment donné, je lui pose la question, c'est quoi l'appareil du futur? Et je m'y attendais pas, il m'a rebalancé la question à la figure. Il me fait, et bientôt, et toi, en tant qu'utilisateur, quel serait l'appareil du futur? Et du coup, je lui ai dit ce que je vais te dire là. Moi, qui j'attache quand même assez... je m'intéresse à la technologie, tu vois, mais pour autant... J'ai une grosse pratique argentique aujourd'hui et finalement j'utilise des boîtiers des années 70, des années 80 avec lesquels je fais des photos qui me vont très bien techniquement en fait. Il y a une texture aussi en plus qui est quand même il y a l'argentique effectivement, oui, mais alors par contre moi je fais pas partie des photographes qui font de l'argentique pour le cachet vintage. Moi ce qui m'intéresse justement, je vais aller chercher des pellicules qui ont le moins de grains possible. Qui ont leur particularité aussi. Oui, mais l'homographie que tu avais testé là. Oui, effectivement. Alors, mais c'est particulier, je pense pas que je les achèterais de moi-même pour des projets personnels. C'est parce que ça rentrait dans le cadre d'un test, que c'était intéressant de les tester, tu vois. Mais moi, je vais plus aller acheter des pellicules où il y a le moins de grains possible, où il y a le plus de détails. C'est ça qui m'intéresse le plus. Ce que je veux dire en fait par là, c'est que en fait, tu peux aujourd'hui, même en 2022, faire des projets de la mort qui tue avec des appareils des années 70-80. Bien sûr. Donc, juste pour dire que finalement, la technique, oui, ça, c'est pas si important que ça en fait. Hein. On peut. Et je pense que la technique, elle est dans les yeux plutôt que dans l'appareil, tu vois. Oui. Enfin, 1000 fois. Je dis ça, je dis plutôt, mais c'est évident. C'est évident. C'est évident. Donc, ça veut dire que même avec un iPhone, tu peux faire des trucs super stylés. Même si tu pourras jamais aller aussi loin qu'avec un appareil, etc. Mais tu peux faire des super shots à l'iPhone, des super shots avec un jetable. Des super shots avec même un bridge des années 2010 moyen bas de gamme quoi.
Bah, en fait, tu t'adaptes toujours à l'appareil que tu as. Ouais. Tant que tu as l'idée, l'œil, comme tu viens de dire. C'est l'adaptation aussi. Après, tu t'adaptes à l'objet que tu as. Parce qu'effectivement, avec mon iPhone, j'arrive à faire des photos qui me satisfont. Est-ce que je ferai un projet avec? Non. Non, parce que tu sais que tu peux pas aller tu peux pas aller aussi loin que tu veux. Voilà. Mais quand même, si tu t'adaptes à l'objet que tu as entre les mains, finalement, tu te rends compte que c'est juste toi la limite. Hein. C'est ça. Pas tellement l'appareil Ah, mais photo. totalement. Et puis, on le voit très bien. Il y a des gens qui peuvent avoir un super matos, super, voilà. Ils n'ont pas forcément l'œil et du coup les photos ne vont même pas dégager, ne seront même pas à la hauteur quelque part du matos que les gens ont entre les mains. Ouais. C'est là où on voit que l'œil c'est le premier des matériels possibles et l'appareil en suivant. Et alors moi je pense qu'aujourd'hui on est vraiment arrivé à un espèce de plafond de verre. Je ne doute pas que les constructeurs vont réussir à faire des appareils du turfu, mais ça va être plus lié sur les features, les possibilités que l'appareil te donne. Mais en termes de qualité optique, je suis pas sûr qu'on puisse faire mieux. Je suis d'accord. Mais même, je trouve que ce serait dommage même de tout donner comme ça. Moi, j'imaginais, quand tu as parlé au début de quel appareil on pourrait imaginer dans le futur, par exemple, un appareil où tu pourrais tout faire. C'est-à-dire que tu peux passer d'un 10 mm à un 100 mm, 100, 200, 300, comme ça, en ayant à peu près la même qualité, sans que ce soit trop dégradé et tout. Mais en fait, moi, je m'amuserais... Enfin, le fait de tout avoir comme ça... J'irais même pas chercher un peu plus loin, tu vois. Donc je trouve que là, on est bien dans la période. Je trouve que ce serait, mis à part améliorer les qualités des optiques, mais en termes d'appareil ou de possibilités, je trouve qu'on est bien, tu vois. Puis même, je trouve que tu t'arrives à faire des bonnes images dans la contrainte. Ouais, carrément, c'est ça. Et du coup, ça nous oblige à faire un choix. Par exemple, si toi, tu parlais du 24 mm, si tu choisis de faire tout un shooting au 24 mm, c'est un vrai choix de contrainte. Ouais, complètement. Tu vas pas faire un portrait close-up avec un 24 mm. Ah, mais pas du tout. Ou alors, je vais vraiment le cropper à la retouche, et encore, je le fais même pas, tu vois. Et là, ça intervient d'avoir un appareil du turfu. C'est-à-dire que si tu as un capteur à 48 millions de pixels, là, tu vois, ça fait une différence par contre. Clairement, parce que là, tu peux cropper à l'infini, enfin pas à l'infini, mais... Mais ça te donne quand même pas l'aspect d'un close-up que tu aurais fait au 100 mm. Non, c'est pour ça que je le fais pas, parce que justement, j'ai du mal à recadrer des choses. Et oui. Mais non, mais c'est vrai que là, je pense qu'on est bien en termes techniques. Je pense aussi. Si on donne tout, après, on va pas se fatiguer, tu vois, de chercher plus loin. C'est comme les focales fixes, j'adore les focales fixes parce que c'est toi qui vas chercher ton échelle. Les zooms et tout, mettons si je veux prendre les gens là-bas, je reste dans mon fauteuil, je fais ma photo, non. Tu vois, je me contente de ça. Alors qu'avec ton 24 mm, hop, je fais le tour du lac, je vais chercher l'angle le plus intéressant. Et là, voilà. Donc... Moi je pense que l'appareil du turfu nous parlera. Ouais. Peut-être. Et Canon, est-ce que tu veux bien me prendre cette photo s'il te plaît? Ce serait quand même cool. Ce serait marrant. Et alors pour finir avec la technique, la post-prod, parlons-en un petit peu parce que ça fait quand même partie de ton travail. Est-ce que ça a une part plus importante que la prise de vue ou même la réflexion de la direction artistique, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'assez égal entre les trois parties? Alors ça dépend des projets. Ça dépend complètement des projets. De plus en plus, je pousse mes retouches. Ça veut dire qu'avant, j'osais peut-être pas partir dans des couleurs trop marquées, dans des trucs trop irréels. Maintenant, j'ai moins peur de ça et je pousse beaucoup plus ma retouche qu'avant. Et parfois, il y a des fois où je la pousse pas du tout. Ça veut dire que j'ai l'impression que ma photo de base, elle est très bien comme je l'aime. Je vais un petit peu faire des petites retouches pour la proprer, enfin la cleaner un petit peu. Mais c'est vraiment du tout au tout. Il y a des fois, je peux passer 10 minutes comme 3 heures. Comme parfois 2 semaines, parce que j'arrive pas à trouver ce que je veux. Ouais, je vois. Donc ça dépend purement du projet. Donc tu t'adaptes à chaque projet différent. Clairement. Par contre, moi, ce qui m'avait stupéfait, parce que je t'ai déjà vu photographier en shooting, c'est à quel point tu règles ton appareil. Déjà, en sortant de la prise de vue, tu as quand même un parti pris quand même assez fort. Ouais, sur mes RAW, c'est vrai que j'aime bien avoir des RAW hyper clean qui déjà me mettent dans l'ambiance. Et comme je t'avais dit tout à l'heure, parfois je le regrette parce que parfois je pousse trop mes pré-réglages sur des choses où derrière à la post-prod je me dis mais pourquoi j'ai fait ça, c'est plus ce que je veux donner. J'arrive à m'en sortir, mais quand même j'aime bien donner une petite direction déjà sur le moment. Donner un mood à mon truc et comme ça, même moi j'ai l'impression que je m'y plonge plus dedans, tu vois. Je me satisfais plus.
Ouais, t'as un résultat quand tu regardes tes photos dans l'écran, dans le plus retour. dedans, j'ai l'impression que je suis plus dedans, tu vois, quand j'ai plus une idée un peu de l'ambiance. Donc ouais, c'est vrai que j'aime bien avoir... Justement, sur ce sujet, t'as refait récemment de l'argentique. J'y pense parce que tu vois pas les photos que tu fais. Ouais, bah écoute, ça fait 1 an qu'il me reste 2 prises sur un argentique. Ah oui. Et qu'il faut que j'aille les faire développer et finir mes 2 prises. Donc non. Donc la réponse est non. La réponse est non. Mais je suis quelqu'un de très lent, mais je sais que je vais m'y mettre un jour ou l'autre. Vraiment. Parce que justement, il y a des textures et des couleurs et des grains que j'adore à l'argentique. Et en plus de ça, parfois, je vais chercher en numérique à avoir un rendu presque argentique, à crader un peu mes photos, à leur donner un grain, etc. Il y a souvent du grain dans ton travail. Ouais, donc je sais que je me plairais carrément dans l'argentique, c'est juste que je suis quelqu'un de très lent. Ça fait quelques années que je l'ai en tête. Je sais que je vais bientôt m'y mettre. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça va venir. Ouais. Chaque chose en son temps. Mais je sais que un jour ou l'autre, déjà, je vais doubler, je pense, mes shoots numériques argentiques. Et pourquoi pas, après, passer que sur de l'argentique, on verra. Pourquoi pas. Ouais. Je suis très curieux de voir ton travail en argentique, justement. Bah ouais, moi aussi, je suis curieuse. Parce que là, en post-prod, tu peux pas faire des miracles, par contre. Alors, ça dépend comment tu travailles à l'argentique, c'est toujours pareil, mais moi qui travaille avec des scans, tu scannes donc tes pellicules, ça sort en JPEG. Hein. Ouais. Donc tu peux pas pousser comme un Ouais, c'est vrai. Donc ça veut dire que si tu veux une ambiance lumineuse particulière, il faut vraiment la réfléchir très carré à la prise de vue. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est pour ça que doubler au début, ce serait pas mal. Numérique argentique, comme ça on a une petite sécurité, on sait jamais, parce que si tu vas faire développer ton truc et que tu as tout qui est cramé, c'est pas cool quoi. Au début, je faisais ça. Et après, j'arrivais jamais à choisir. J'ai arrêté de faire ça, mais c'est bien pour le début, parce que j'arrivais jamais à choisir entre l'argentique et le numérique. Ouais. Entre les deux, tu as un rendu tellement différent que j'arrivais jamais à choisir. Donc maintenant, quand je pars sur l'argentique, c'est full argentique. Full argentique, ouais. Ou numérique, full numérique. Mais au début, ça sert surtout à te... De sécurité, même pour les réglages aussi, se mettre en main, savoir qu'est-ce qui correspond, etc. Voir ce que ça rend en numérique et du coup la poser en argentique. Ça peut sécuriser, rassurer un peu, je pense. Complètement. Ouais. Complètement. Bon, on en a fini avec la technique et le matériel, mais finalement, on en a pas mal parlé. Ouais, bah, il y a toujours des trucs intéressants à dire sur tout, hein. Ouais. Oui, parce que même si on n'est pas aficionados du matériel, il y a des choses, justement, pourquoi. On peut avoir notre avis. Ouais, complètement. Alors, on va parler un petit peu de ton actu, le présent. Tu as été récemment exposé à Milan et puis après à Paris. Alors à Milan pour un autoportrait justement et à Paris avec une photo avec Roxane. Exactement. Alors comment ça s'est passé cette expérience pour toi? Et écoute, la première à Milan, ça a été très chouette parce que déjà comme première expérience d'aller à l'étranger, c'était pour moi, j'étais presque encore plus ravie que si j'avais commencé à Paris, tu vois. Le fait de se déplacer aussi loin, de se dire en fait là je vais être avec que des étrangers. En plus sur les affiches, je crois qu'on n'était que 2 ou 3 Français. Oui. Donc vraiment je me sentais hyper enjouée quoi, j'étais trop fière. Enfin je le suis toujours. Et du coup ça a été une très très chouette expérience qui a été du coup réitérée à Paris. C'était quand? C'était en début d'année là. Début d'année, en mai, mars, non, avril, mai, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Mais... Septembre c'était Milan de l'an dernier et là c'était en mai je crois, c'est ça. Ok. Et très chouette expérience aussi. Bah, de toute façon le fait d'exposer son travail c'est hyper cool quoi, c'est une vraie fierté. Hein, parce que exposer sur Insta c'est chouette, mais quand tu as des gens qui viennent se poser devant ton image, qui viennent la regarder, même qui viennent te donner leur retour aussi, soit en temps réel, soit sur les réseaux derrière, qui t'envoient un message en te disant qu'ils ont passé du temps devant ton image, c'est génial quoi. Oui. C'est pas la même démarche. Ah non, c'est pas la même démarche. Non, là pour le coup, c'est vrai qu'Instagram tu scrolles, tu regardes pas. Quand tu vas dans une expo, parfois tu regardes pas forcément, mais si tu as envie de regarder, tu as tout le temps qu'il te faut pour regarder. Tu peux t'approcher, te reculer, tu peux regarder d'un autre angle, tu vois, et c'est une toute autre approche, quoi, qui est beaucoup plus authentique. Et puis tout l'objet de se faire exposer, et c'est aussi des gens qui sont notamment plus sensibles à l'art et qui peuvent... c'est ciblé, qui peuvent être des opportunités aussi pour toi de te faire connaître par des gens importants, etc. C'est tout l'intérêt de se faire publier. Ouais, c'est ça, là c'est pas n'importe qui peut tomber dessus, c'est des gens qui ont décidé d'aller dans l'expo
et qui parmi toutes les autres photos ont pu voir la mienne aussi, et du coup bah c'est génial. C'était ta première exposition à Milan? Ouais, c'était ma première expo. C'est pas dégueulasse comme, Ah bah non. comme première fois. Bah ouais, tu vois, comme je te disais, moi on m'a dit Milan, expo et tout, j'étais là, waouh, c'est à moi qu'on me demande. Ah non, non, franchement, j'étais trop fière, trop fière. Tant mieux, bah, Ouais. c'est mérité. Hein. Bah écoute, mais toi aussi, du coup, tu vas exposer à Milan. Oui, c'est vrai. C'est génial, c'est trop chouette. Oui, du 22 au 29 septembre. Tu m'as même pas dit quelle photo tu vas exposer. C'est une surprise ou pas? Je l'ai dit à personne en fait. Ah, Je te la dirai après, ok. au cas où que la vidéo sorte. Red Holo. Hein? Red Holo. Oh là là. Tu vois laquelle c'est? Oh là là. Et je suis con, je te dis ça. On va mettre un bip. Je mettrai un bip carrément. N'importe quoi, j'ai oublié que j'avais On a cru que la caméra c'était une autre personne en fait. N'importe quoi. Ah, Oui. génial. Ah, trop chouette. Du coup, trop bien. c'est encore. Roxane va être exposée 2 fois Ouais. par la même. Bah écoute, hein, il faut la montrer cette fille. Hein. Ouais, elle mérite. Ah ouais, clairement. Elle mérite qu'on la connaisse. Hein. Ouais. Je suis très heureux que ce soit avec une photo Ah avec mais elle. carrément. Vraiment. Je te comprends. Parce que c'est vrai que toi aussi, tu as fait beaucoup de projets avec elle et puis tu as cette approche aussi personnelle, de lien. Oui. Donc c'est trop bien. Quand tu exposes une photo où en plus de ça, c'est une personne qui t'est chère, c'est d'autant plus chouette quoi. Totalement, je suis très très content. Ben, alors justement, pour contrebalancer avec les expositions en vrai, qui sont très nobles dans la photographie, justement, c'est un peu, on cherche un petit peu justement ça, surtout quand on fait de la photographie, alors sans être pompeux, artistique, mais c'est un peu le cas aussi. C'est toujours difficile de se dire c'est pas pompeux, c'est... Enfin, avant je le pensais pompeux, maintenant je le trouve plus. Mais c'est vrai qu'on est à une période où tout le monde peut s'attribuer ce qu'il veut, mais en soi, l'artistique, la direction artistique, c'est autre chose que du portrait. Mais ça ne veut pas dire que le portrait est moins bien. C'est juste qu'on est sur 2 catégories qui sont complètement différentes. Même si on photographie une personne. Après, je pourrais faire de la photo artistique d'un arbre, hein, quelque part. Oui. Mais tu penses qu'un portraitiste ne peut pas être un artiste? Il peut. Mais le métier de photographe, on marche sur des œufs parce qu'on est entre la presta et l'art. Ouais. Ça veut dire que la prestation, pour moi, c'est pas de l'artistique. C'est de l'artisanat? C'est de l'artisanat. Mais l'artistique, c'est quand on va au-delà et qu'on a une intention au-delà de la prise de vue. Ouais, je pense que c'est l'intention qui change tout. Ouais, je vois. Même si le prestataire peut avoir une intention, mais il répond à une commande, il répond à des chartes, des trucs, des machins, des choses concrètes. Et c'est là où ça se différencie, tu vois. Non, je vois carrément. Mais c'est vrai qu'on marche sur des œufs, hein, parce que aujourd'hui c'est compliqué. Alors, il y a un truc, je pense aussi, on a du mal à s'autoproclamer artiste. C'est pas plus mal d'ailleurs qu'on ait du mal à s'autoproclamer artiste. Ah, moi je suis d'accord avec toi, j'aime pas les gens qui s'autoproclament artistes. Mais en fait, c'est pas que je les aime pas, mais c'est juste que je trouve ça un peu pompeux de s'autoproclamer artiste. D'où ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Mais je pense que ça vient du fait aussi que à une certaine époque, je pense que les artistes étaient rares, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, comme les moyens d'expression se sont démocratisés, alors on peut parler de la photo, mais c'est vrai pour la musique, c'est vrai pour la vidéo. Mais on peut montrer. Il y a encore plus de gens créatifs. C'est ça, parce qu'on peut montrer. Du coup, on les voit tous aussi. Avec les réseaux sociaux, ça a donné un accès bien plus simple à tout ça. Donc est-ce que ça fait de nous tous des artistes, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Je pense que je reste encore, même si on est en 2022, je reste encore ancrée au 18e, 19e, avec l'artiste et le mental d'artiste. Parce qu'en fait, être un artiste, c'est pas que la production, c'est tout ce qui se passe dans la tête aussi. Et c'est tout un mode de vie. C'est plein de choses. C'est une longue démarche. C'est un tracas, c'est une... Enfin, même l'artiste n'ose même pas se dire artiste, tu vois. Pour moi, l'artiste, c'est une personnalité. Au-delà de son médium, c'est une personnalité. Non, mais je vois. Même sur Instagram, parce que c'est justement le sujet, on s'est un petit peu dévié, mais ça m'intéressait. On va parler d'Instagram, et même sur Instagram, moi, j'ai pas pu mettre la catégorie artiste, j'ai mis la catégorie photographe. Ouais, moi aussi, j'ai pas envie de mettre artiste. Je suis qui pour mettre ça? Tu vois, c'est les gens qui vont dire Raphaël est une artiste. Mais moi, je vais dire, moi, je suis photographe et directrice artistique. J'ai une fibre artistique, parce que voilà, il y a la fibre artistique et il y a l'artiste. Et c'est là où je pense qu'on va différencier tout le monde. C'est que tous ces photographes-là peuvent avoir une fibre artistique, mais ne seront pas forcément des artistes. Je vois.
mais je suis d'accord. C'est une réflexion que j'ai eue beaucoup de fois, c'est pour ça que je la sors aussi clairement, mais c'est vrai que c'est compliqué et ouais, c'est compliqué, tout simplement. Non, mais le sujet est complexe, il divise complètement d'ailleurs. Carrément, et puis même il y a des gens qui peuvent peut-être mal le prendre ou se sentir dégradé si on dit que c'est pas un artiste parce que s'autoproclame, mais que nous d'un œil extérieur on trouve pas, ou inversement, etc. Mais ouais, pour moi l'artiste c'est les gens qui le disent et on peut se sentir mais on ne le dira pas, tu vois. Moi souvent quand je parle de mon travail par exemple, pour éviter le mot artiste ou artistique, je vais dire créatif. Ouais, voilà. Moi, je me sens plus à l'aise avec ce mot. Ouais. Parce que je trouve que artiste, comme je te l'ai dit, c'est une personnalité. Au-delà du travail produit, c'est une personnalité. Alors qu'un créatif, il peut y en avoir partout des créatifs, dans tous les milieux. Et du coup, forcément, c'est plus universel. Tout à fait. Justement, Instagram, c'est un foyer de créatifs. Exactement. Mais alors, je voulais en parler et évoquer le sujet avec toi parce que tu as quand même une large communauté sur Instagram. Alors Instagram, pour moi, et tu vas me dire si tu es d'accord avec cette description, c'est pas un endroit, c'est pas une plateforme qui est faite pour les artistes. À l'origine, pour moi, et je trouve qu'il y a un amalgame qui est assez souvent fait, c'est un blog personnel pour moi, Instagram. Ouais. Et c'est comme ça depuis le début. Un book, un peu, un blog, un book. Plus un blog, parce qu'un book, en fait, ce que je veux dire, c'est que les artistes ont investi Instagram, les artistes visuels donc, mais la plateforme n'a jamais été très accueillante pour les créatifs, en vrai. Ça peut générer du mal-être, ça peut générer aussi de la comparaison. Ouais, grave. Et puis, lié au format aussi, ça génère des contraintes. Il y a aussi la censure pour la nudité, etc. Ouais, même quand tu veux poster une photo en rouge et noir, ça te détruit complètement ton truc. Donc, c'est vrai que même le format aussi... C'est très peu accueillant, je trouve, pour les créatifs ou les artistes. Malgré tout, on y est, toi comme moi, et on y développe une communauté plus ou moins fidèle. Où tu te situes, toi, par rapport à Instagram ? Bah écoute, avant, je pense que j'attachais beaucoup d'importance à Instagram. Je postais très régulièrement, j'avais peur en fait de perdre les gens qui me suivaient, peut-être. Maintenant, j'en ai plus rien à faire d'Instagram. Même là, avec la baisse d'algorithme, même si parfois je me dis, tiens, j'aurais aimé quand même que plus de gens voient ma photo, donc ça me déçoit un peu. Mais je pense qu'il y a 4 ans, j'aurais été beaucoup plus torturée que ça. Là, je le prends cool. Si les gens ils veulent venir voir mon travail, ils ont juste à taper mon nom, ils y vont, tu vois. S'ils ont raté un truc parce qu'ils pensent à moi, bah, ils iront voir mon profil. Et tant pis si je perds 60% d'audience sur mes posts. Il y a quand même des gens qui me suivent, qui continuent de s'abonner, qui m'envoient des messages, qui me soutiennent, etc. Qui me contactent pour du travail. Parce que mine de rien, bah, quasiment toutes mes opportunités de travail, je les ai eues grâce à Instagram. Donc ça a été c'est une énorme plateforme de réseautage quand même. Bah grave, parce qu'avant un photographe pour se faire connaître, même dans le milieu un peu artistique, etc. Avant on était photographe de presse, mais un photographe qui fait un peu ses créas, bah, il les montrait où, tu vois, peut-être dans des expos s'il avait l'opportunité. Mais là nous on a la chance quand même d'avoir une plateforme universelle où tout le monde peut venir voir et tomber sur ton travail. Moi, ça me fait rire parfois quand je vois des gens, je sais pas, du Japon, de Russie, qui suivent mon taf. Je me dis, mais c'est incroyable, genre c'est fou. Et tu vois, sans Instagram, on pourrait pas. Clairement. On pourrait pas avoir cet accès-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'attache plus du tout aux statistiques, au fait de poster. Même si j'ai eu une période où j'aimais bien interagir avec les gens. Je postais beaucoup de stories où je montrais comment je fonctionnais, trucs, machin. Maintenant, ça m'a gonflé. Je suis pas une influenceuse. Je veux poster mon travail. J'ai envie de dire 2-3 mots dessus. Hein. Mais avant, j'avais l'impression d'être une influenceuse. Tu vois, d'avoir besoin que les gens interagissent véritablement, de leur donner des choses en dehors de mon travail. Donc ça, je le fais plus. Ça m'a gonflé. C'est même pas dans ma personnalité, en plus de ça, de me montrer beaucoup. Là, je suis dans un équilibre où bah, écoute, je poste quand j'ai envie. Si j'ai envie d'écrire des choses, je les écris. Si j'ai envie de poster un truc, je le poste. Mais je vais pas me prendre la tête à me dire tiens, là, ça fait une semaine, j'ai pas mis de story, oulala, les gens vont m'oublier, quoi. Non, si les gens m'oublient, bah tant pis. Si les gens me gardent en tête, bah, c'est qu'ils s'intéressent vraiment à mon travail.
Et c'est comme ça que je le vis aujourd'hui, quoi. Puis finalement, alors je sais pas toi, mais je pense qu'on en est tous là. On pouvait se prendre plus ou moins la tête à se dire si on publie pas tous les jours, c'est compliqué pour les statistiques, etc. Ouais. Finalement, moi j'ai remarqué là ces derniers temps que de publier quand je suis prêt et que je publie quelque chose d'entier, finalement ça marche plutôt bien, voire mieux. Ouais. Bah, alors en ce moment, je sais pas si tu le vis, mais vraiment l'algorithme et les trucs de réel là. Moi, ça m'a pourri mon truc. Ouais. Alors, je sais pas si c'est parce que je poste moins, mais j'ai pas l'impression parce qu'il y avait des fois, je postais moins et j'avais les mêmes stats. Mais là, je ressens vraiment sur mes statistiques les mises à jour Insta. C'est pas grave. Ouais, bah de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Mon travail, il est là. Hein. Voilà, comme je t'ai dit, si les gens veulent venir le voir, ils viennent le voir. Mais tu vois, en ce moment, alors ça va faire un peu dater ce que je vais dire, mais à date où on enregistre cette vidéo, je vois un post qui revient énormément sur quelqu'un qui, je sais pas, d'ailleurs je sais même pas qui c'est qui l'a fait, qui veut faire une pétition pour que Instagram revienne comme avant. Ouais, moi je suis d'accord. Hein. Mais dans le fond, je suis d'accord aussi. J'ai pas envie de créer des réels pour qu'on voit mon taf. Mais Instagram s'en fiche complètement. Comme ils se sont toujours fichus des créatifs et des artistes. Et en l'occurrence des photographes, ils s'en fichent complètement. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est tout le monde qui dit. Enfin, peut-être pas tout le monde. Non, peut-être pas tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup quand même qui se disent, bah en fait, on a déjà TikTok. Pourquoi en avoir un second? Oui. En plus de ça, on voit les mêmes choses sur TikTok et sur Insta, c'est un espèce on republie les mêmes choses. Donc pourquoi voir en double? Rappelle-toi quand Instagram a sorti les stories, il n'y en avait pas avant. C'est une réaction à Snapchat. Ouais. Pourtant aujourd'hui les stories c'est devenu une habitude. Ouais, mais ça accompagnait quand même les posts. C'était un plus, tu vois, par rapport aux posts, alors que là les réels c'est un remplacement. Je trouve. Tu trouves? On enlève un truc. Les vidéos en général du coup. Ouais, les vidéos. Je trouve qu'on enlève un truc. Alors que les stories, bah ça gêne pas. C'était en haut, tu les regardes pas, c'est pas grave, mais t'avais quand même ton feed avec ce que tu voulais voir en dessous. Là, je trouve qu'il y a vraiment un mouvement où les gens veulent revenir au Insta d'avant, parce qu'en fait ça bouleverse tout ce qu'on suivait. Moi, il y a des fois où je vois des trucs, d'un enchaînement de réels ou de posts sponsorisés, que j'en ai rien à faire. Et je veux voir les vidéos ou les photos des gens que je suis, de mes amis, des gens que je suis, enfin des artistes que j'aime, et je les vois même plus, tu vois. Parfois, tu vois, j'ai pas envie de voir je sais pas qui en vacances à Bali, quoi. Clairement pas, non, moi rien à faire. Et pourtant, c'est ça que je vois, tu vois. C'est là où je redis encore une fois, pour moi c'est un blog personnel sur lequel s'est rajouté cette couche de marketing, de sponsorisation, de financiarisation de manière générale. Je pense vraiment, et je suis assez cynique sur le sujet, je pense vraiment qu'Instagram se fiche complètement de nos états d'âme là-dessus. Ouais. Moi j'espère un peu au fond de moi que... parce que vraiment en plus, c'est dommage parce qu'on a eu la chance d'avoir une super plateforme pour... Même si on avait des contraintes évidemment, mais c'était une super plateforme pour montrer notre taf. Et là, on arrive à un point où on ne le voit plus. Voilà. Donc c'est ça qui est dommage. C'est vrai, indéniablement, je ne peux pas nier ce constat. Ouais. Mais tu sais, Instagram comme Facebook, comme d'autres réseaux, ils ont tendance à nous enfermer dans une bulle. Dans ce qu'ils veulent, quoi. Dans cette bulle, c'est ce que nous, on préfère, les gens qu'on suit, les centres d'intérêt. Donc, toi comme moi, je crois qu'on est dans cette bulle, je vais schématiser, photographe. Ouais. Okay, donc du coup, on voit beaucoup de photographies, beaucoup de métiers liés à l'art visuel. Mais c'est pas que ça Instagram, c'est énormément de choses en réalité et je pense que cette pétition, elle fait sens à nous par rapport à ce que ça représente, ce que ça demande, mais c'est pas la majorité d'Instagram. Non, peut-être pas en effet, mais ça aurait été cool de jauger quoi. Parce que là on est passé du tout au tout, moi je rentre sur Insta, j'ai la vidéo qui crie à fond dans mes oreilles si j'ai pas baissé mon son. Tu vois, c'est plus calme quoi. Ouais, Insta c'était un truc calme avant. Tu regardes des trucs, il n'y avait pas de bruit. Si tu voulais regarder une vidéo, tu la mettais. Là, j'ouvre mon appli, waouh, ça crie dans tous les sens. Il n'y a même plus de photos directes. Tu scrolles, ça te met dans un enchaînement de trucs que tu veux même pas. Donc ça aurait été cool d'avoir un petit entre-deux, quoi. Je comprends. Et d'ailleurs, ça m'y fait penser. Même de choisir, tu vois, réel ou post. Il y a un petit bouton. Oui. Comme on peut choisir avec abonnement ou pas, tu vois. Moi je crois que j'ai ça, favori ou non, mettre réel ou post. Ou juste mélanger les deux.
mais pas mettre un truc aussi catégorique, quoi. Je pense que ça freinerait leur financiarisation avec les sponsors. Ah Ouais, tu sais, on en revient toujours à ce l'argent. problème. Oui, l'argent. Hein. C'est pour ça que je suis assez cynique sur le truc. Mais comme quoi, tu vois, la vidéo, ça, je l'avais pas vu venir. La vidéo a pris une importance, mais capitale. Et j'en viendrais presque à regretter le fait que la vidéo se soit autant démocratisée. Parce que moi, la vidéo, ça fait 20 ans que j'en fais. À l'époque, c'était la croix et la bannière pour faire un clip. Aujourd'hui, un clip, n'importe qui peut en faire avec un iPhone. Bien sûr. Même regarde, on retourne au VHS pour tourner, à la pellicule. Donc encore comme l'argentique, on revient à ce qu'on faisait avant, tu vois. Et c'est vrai que maintenant, on est tous capables de faire des images. Mais de toute façon, c'est dans tous les milieux comme ça. J'ai fait des études dans la publicité et on constatait que le print, toutes les affiches qu'on voit dans les villes ou quoi, bah, déjà ça coûte bien moins cher qu'un spot vidéo par exemple, mais c'est les spots vidéo qui va le mieux marcher. Oui. Donc les gens vont continuer de faire un peu de print pour les magazines ou pour les villes, etc. Mais tu as des marques qui ne font absolument plus de print et qui sont que sur des formats vidéo. Donc maintenant dans tous les milieux... Après la photographie reste un art quand même, donc on ne pourra jamais l'enlever de ça. Et voilà, mais c'est sûr que si on pense argent, commercialisation, etc., bah, c'est ce qui bouge qui va plus attirer les gens, quoi. Ouais. C'est marrant parce que je me rappelle de moi il y a longtemps, hein, bien avant que je commence la photographie, j'étais assez condescendant à l'égard de la photographie. Je disais, c'est pas dynamique, ça bouge pas. Ouais. si j'avais vu le parcours que je ferais. Bah grave, après. Mais c'est normal, moi c'est pareil, avant parfois j'arrivais pas à trouver d'intérêt dans la photo, avant, tu vois. Marrant ça. Bah ouais, parce que je me disais, parce que déjà j'avais pas forcément les bonnes références, j'arrivais pas à trouver des travaux qui m'intéressaient. Mais c'est vrai que la photo, il y a beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses qui parlent à personne, tu vois. Ouais, il faut être éduqué. Il faut être éduqué. La photographie, ouais. Et je trouve que... éduqué dans la photographie. Éduqué dans la photographie. Les gens. Et c'est vrai que je trouve que la photo, c'est un truc un peu bâtard, dans le sens où ça peut être très enclavé dans des trucs, tu vois, il y a des gens peut-être qui repensent encore aux photos qu'on faisait en 2000-2010 avec des trucs très clichés, très... sépia. Voilà, genre Jean-Michel photographe Facebook. Et maintenant, on en arrive à des photos qui limite ressemblent à des vidéos, tu vois. Oui. L'esthétique Sony d'ailleurs. Esthétique, ouais. On en parlait hors caméra, où on disait, je crois, qu'on n'était pas très fan de Sony d'une manière générale. Les Sony, pour moi, c'est très ça. Hein. Ouais. Bah ouais, je trouve que... non, ouais, même dans la prise de vue, dans les intentions des gens, il y a même dans la... Ouais, je trouve qu'il y a eu du mouvement qui s'est créé, tu vois, dans la photo, dans cette image fixe. C'est juste qu'il faut trouver les bons photographes. Mais c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas éduqué sur la photographie, je pense pas qu'il aimera en fait, de prime abord. Si on lui montre un peu... je pense qu'il faut vraiment trouver sa niche dans la photographie pour y trouver un véritable intérêt. Complètement. Alors que les films, la vidéo, etc., tu peux trouver ça beaucoup plus stylé, tu vois, genre en 3 secondes, parce que ça bouge, voilà. Bah, on peut faire quand même le parallèle, par exemple. Alors, je veux pas être trop condescendant, donc je vais marcher sur des œufs. Mais... on va se faire taper à certains moments dans la vidéo, des gens n'aiment pas Sony, truc. Mon Dieu. Mais on peut faire le parallèle quand même avec la vidéo et le cinéma. Alors, si on parle que de vidéo, il y a le cinéma pour moi qui est noble, et il y a les téléfilms ou les petites séries qui passent à la télévision qui sont... Pas toutes, attention, il y en a des bonnes. Mais tu vois ce que je veux dire, cette espèce d'esthétique télévision. Et ça, tout le monde en est capable aujourd'hui, je pense, plus ou moins. Ouais, grave. Mais après, il y a aussi des clips et des séries qui commencent à être produits par... tu vois, je pense à Euphoria en premier, par exemple, produit par Drake et tout. Et c'est vrai que c'est une série très artistique, où on a poussé la DA, où du coup on est dans un univers fou, tu vois. Alors que c'est vrai que les telenovelas qui passaient sur la 3 à 14h... C'est de ça que je parle. Ouais, bah là c'est vrai que complètement... J'englobais pas toutes les séries, bien sûr, pas du tout. Hein. C'était vraiment les... Non, c'est vrai que ça c'est hyper pauvre. Hein. Tu vois, même les plans, c'est nul. Ah ouais, mais clairement, affreux, tu vois, même t'as des faux raccords sur des trucs. Un coup elle a la mèche là, un coup elle a la mèche là. Enfin, tu vois, c'est nul. Non, ça c'est vrai que c'est nul. Et ça joue pas très bien. Mais alors,
parfois je me dis c'est peut-être pas la faute à l'acteur, c'est peut-être tellement mal écrit à la base. Ouais, non mais complètement. Mais ouais, c'est compliqué. C'est des choses faciles, je pense. Tu vois, c'était pour les gens qui regardaient la télé à des heures où personne ne regardait la télé. Donc... Mais tu vois, je faisais le parallèle parce que je me dis les gens qui s'en contentent justement, mais c'est peut-être pas des gens éduqués à l'art du cinéma. Ah non, complètement, et qui du coup ne vont pas réussir à trouver justement l'esthétique, la beauté dans d'autres choses. Et je faisais ce rapport avec la photographie où les gens vont peut-être qui sont pas éduqués à la photographie vont se contenter des photos qu'ils vont trouver sur Instagram, de blogs, etc. Et vont trouver ça joli et pas comprendre une photo d'art. Ouais, complètement. Même dans le cinéma, tu vois, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. C'est une réflexion que je me suis faite. C'est qu'on a plusieurs centres d'intérêt sur le cinéma. Ça veut dire qu'on va jamais regarder un film de la même manière. Oui. Il y a des avant, je m'intéressais plus à l'histoire. Maintenant, je m'intéresse beaucoup plus à l'ambiance. Même si l'histoire est nulle, je vais pouvoir adorer un film parce que l'ambiance m'a transportée. Alors que parfois, l'histoire peut être géniale, mais si l'esthétique me plaît pas, j'accroche pas, j'aime pas. Et il y a des fois où j'ai regardé un film, je sais pas, 5-6 fois, ça m'est déjà arrivé de regarder un film 5-6 fois, et à chaque fois je vais m'intéresser du coup à un pôle différent. Là, je vais me pencher sur le montage des plans, comment ça s'enchaîne. Après, je vais m'intéresser à l'histoire, après je vais m'intéresser à l'ambiance. Et en fait, dans le cinéma, je pense qu'on peut tous trouver... sauf les gens qui n'ont pas un œil hyper éduqué, qui vont prendre le truc comme un tout, tu vois. Mais je pense que si tu es un peu éduqué, tu peux trouver ton compte dans toutes ces petits... Clairement. Il y a plusieurs corps de métier. Toutes ces branches, ouais, grave, grave. Pour faire un film. Ouais. Et justement, je voulais évoquer un petit peu avec toi l'avenir, et ça tombe bien qu'on parle de cinéma, parce que je me demandais, est-ce que c'est une piste justement pour toi, l'avenir, réaliser des clips, peut-être du film? J'aimerais bien, mais j'ai un peu peur. Ah bon, pourquoi? Parce que, en fait, la préparation de mon travail est tellement parfois à la fois instantanée. C'est marrant parce qu'on dirait que c'est hyper réfléchi, mais parfois tout se joue au dernier moment. Mmh. Et en fait, j'ai du mal à préparer en amont mon travail beaucoup, tu sais, à le pousser. Justement, j'ai toujours un peu cette part de mystère, comme je te disais, en post-production, où je retrouve le sens que j'ai voulu dire alors que j'ai même pas voulu le dire, mais c'était ça que je voulais dire alors que je le savais pas. Tu vois, le truc où c'est magique, où c'est ton cerveau qui parle sans que tu le saches. Du coup, soit peut-être que je vais pouvoir créer un cinéma comme je le suis, mais pour moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est beaucoup de préparation et de trucs très carrés, très timés, très... voilà. Et c'est ça qui me fait un peu peur. Ça te demande de toute façon beaucoup plus de temps. Ouais, carrément. Et tu peux même faire des tests scène par scène, bien avant le moment de tourner le véritable film. Tu vois. Bien sûr. Mais je vois ce que tu veux dire, hein, c'est compliqué. Hein. Mais ouais, c'est une préparation. Après, je pense que chaque réalisateur a aussi sa manière de bosser. Et je pense qu'il y en a qui vivent carrément dans l'instant et qui laissent part à la scène, au hasard, tu vois. Mais on le sait pas. Parce qu'on a l'impression que c'est préparé, mais peut-être pas, tu vois. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, j'ai grave envie, parce que j'ai vraiment envie, tu vois, déjà dans mes photos, j'ai envie de raconter un truc, j'ai envie que quand on regarde ma photo, on la regarde, on passe du temps dessus, parce qu'on sent qu'il se passe un truc, un sentiment, une action, peu importe. Ça veut dire que forcément, le cinéma ou la vidéo, ce serait presque une suite logique à mes intentions premières, mais le temps va faire les choses. Mais j'ai vraiment envie de pousser là-dedans. Après, on parle de réalisation, mais il y a pourtant un métier qui est beaucoup plus proche du photographe, c'est directeur de la photographie. Ouais, grave. Ouais, carrément. Parce que si on parle de réalisation pure et dure, tu peux être réalisatrice et directrice de la photo. Tu peux, mais généralement, il y en a deux. Hein. Oui, souvent il y en a deux, mais idéalement j'aimerais être les deux. Évidemment. Ouais, vraiment. Parce que, mais c'est vrai que directeur de la photo c'est très très chouette, mais du coup tu corresponds à un script ou à un truc où c'est vrai que ça peut être super intéressant de partir d'une base, tu vois. Mais je pense que moi j'aimerais bien partir de ma page blanche à moi, tu vois, et tout faire. Je comprends. Pas tout. Parce que je peux pas tout faire, c'est impossible. On est obligé de déléguer. Je peux pas, je m'estime pas assez compétente pour tout faire, pas du tout. Non, mais du moins, l'histoire et l'image, quoi. Oui. L'histoire et l'image, j'ai vraiment envie que ça naisse de moi. Et c'est pour ça, je pense que il y a plein de fois là où je me dis, tiens, peut-être que je pourrais me tester, comme je fais pour mes autoportraits, des petits plans vidéo, tu vois. Encore une fois, ça fait,
Encore une fois, ça fait peut-être 2 ans que je me dis ça, je l'ai toujours pas fait. Mais ça va venir. Bah, il faut le temps de son process. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est déjà dans ma tête. De tout ça, tu as déjà réalisé du clip? Ouais. Réaliser à petit budget, à petit moyen, mais sur une demande. C'était pas de moi, tu vois. Donc j'ai envie de réaliser un truc qui vient de moi à 100%. 100% toute seule, enfin du moins dans la réal et tout. Et alors, je sais pas si tu l'as remarqué avec l'expérience que tu as eue de tourner déjà des clips. Ouais. Parce que moi, donc ça fait longtemps que je fais de la vidéo et souvent il y a eu cette question qui est revenue dans mon parcours, c'est j'aimerais faire un court-métrage. Tu vois, avant de parler de cinéma, parlons court-métrage. Ouais, c'est ça, court-métrage. Et j'ai essayé à plusieurs fois, j'ai tenté de le faire. Pour me rendre compte aujourd'hui que je suis beaucoup plus synchronisé avec la photographie qu'avec l'idée même de faire du court-métrage pour une raison qui est toute bête, c'est que je suis pas fait pour réfléchir à des projets pendant 1 an ou 2 ans. Ouais. Et un court-métrage et encore plus un long-métrage, c'est ça. Tu dédies ta vie à ce long-métrage pendant 3-4 ans peut-être. C'est ça. Et je me suis confronté à un mur récemment, je voulais réaliser un court-métrage que j'avais écrit, j'ai pas été capable de le faire, qui plus est j'étais tout seul, c'est pour ça que je te dis, à un moment tu peux pas tout faire tout seul de toute façon. Et en fait, je me sens plus synchronisé avec la photo où tu peux changer de projet très rapidement. Ouais. Mais tu ressens ça, toi, ou je ressens ça. Et j'ai l'impression aussi que c'est les réseaux sociaux aussi. Ah, qui nous a habitués à un rythme, tu crois ? Qui nous habituent à un rythme de production très rapide, très instantané, très truc. Avant, Flaubert, il a mis 7 ans à écrire Madame Bovary. Hein. Il n'en avait rien à faire qu'il y ait des gens qui attendent son livre ou pas. C'est vrai. Bah ouais. Oui. Et tu vois, on pourrait se dire, bah tiens, peut-être qu'il y a un projet photo, ça fait 2 ans que je le réfléchis. Mais c'est vrai que je pense la photo est quand même demande quand même bien moins enfin pas de réflexion, mais de moyens que de la vidéo, tu vois, de temps, de choses, de préparation, etc. Ça veut dire que oui, on sera plus rapide, mais en plus de ça, on est dans un rythme de fast production. C'est vrai, tu as totalement raison. Ouais. Je pense malgré tout pour mon expérience que je suis pas fait pour des longs trucs, des longs projets, je veux dire. Mais c'est parce qu'on se culpabilise aussi de rien produire. Moi en tout cas, peut-être toi aussi, je sais pas. Mais moi, il y a des moments où si je produis rien pendant 2 mois, je me sens grave pas bien, pas coupable, mais je me dis tiens, j'aurais pu faire un truc quoi. J'ai rien fait. Alors c'est là où moi personnellement intervient l'improvisation, partir avec une modèle et faire des photos à l'improvisation. C'est pour ça que je devrais tester. En fait, je suis très boulimique de l'image et rares ont été les moments où j'ai arrêté complètement la photographie. Ouais. Mais en fait, c'est une pratique annexe, quoi. C'est-à-dire que, ok, je pars avec une modèle à la plage, on va faire des photos, on verra bien ce que ça sortira. Et c'est loin de des projets avec une direction artistique. Ouais. Mais bon, c'est propre à moi. Après, on a tous notre manière de bosser. Hein. Mais c'est vrai que de m'arrêter longtemps, ça m'est jamais arrivé. Je suis vraiment boulimique. Longtemps, c'est quoi ton plus long? Enfin, la période la plus longue? Sans faire de photos, vraiment, je dirais 1 mois. Bah, tu vois, moi, je pense que c'est à peu près pareil. Hein. Peut-être 2 mois. Peut-être 3. Non. 2 mois max. Non, faut pas abuser non plus. Non, peut-être. Et encore, peut-être 1 mois, 1 mois et demi, tu vois. Donc, c'est pour ça, tu vois, c'est rien en soi. Oui, c'est rien, oui. C'est rien du tout, 1 mois sur une vie. Tu vois, il y a des gens, ils ont mis toute leur vie à faire leur projet. Oui, mais tu vois. Et pourtant, ils n'étaient pas. Enfin, je sais pas. Quand je vois des réalisateurs s'exprimer sur leur film, ils disent, c'est souvent que j'ai entendu ça, ça fait 3 ans, 4 ans que je suis dessus. Ça veut dire qu'ils ne font rien du tout entre-temps. Là où nous, on a besoin de faire d'autres choses à côté aussi pour... On a besoin et on le peut. Ouais, et on peut. Parce que tu peux réfléchir à 12 projets dans l'année sans problème. Ouais, c'est vrai. Alors qu'un film, tu vis dans ton film, quoi. C'est un truc tellement... Déjà, faut un temps de réflexion immense, un temps de travail immense aussi sur le moment T où tu vas tourner, etc. Parfois, tu as des tournages qui durent 2 ans. Enfin, tu vois, c'est monumental. Nous, la photo, en soi, on peut faire ça beaucoup plus instantanément. Donc forcément, c'est vrai que je pense que les notions de temps, déjà, elles sont différentes. Complètement. C'est pour ça que je disais
que je suis pas synchronisé avec ça, mais je pense que tu as raison aussi, aujourd'hui on est habitué à un rythme effréné de production. Ouais. D'ailleurs souvent je le dis sur Instagram, pour parler encore d'Instagram, décidément ça a beaucoup d'importance. Bah écoute, c'est notre plateforme numéro 1 aussi. Hein. Aussi. Souvent j'ai l'impression d'avoir un entonnoir coincé dans la bouche et on me gaffe d'images. Ouais, jusqu'à ce que tu en perdes un peu leur sens, quoi. Tu te poses même pas la question de savoir si tu as aimé ou pas ce qui vient de passer sous ton pouce. Ouais, c'est vrai. En fait, faut s'éduquer aussi avec ça. Et après, tout le monde a une manière d'utiliser Instagram, mais je pense qu'il faut aussi s'éduquer avec ça et savoir suivre les bonnes personnes, savoir justement jauger un peu ce que tu regardes, ne pas être trop dessus non plus, ne pas se noyer dans tout ça, s'en servir comme un outil, mais pas non plus se faire dépasser. Complètement. Parce qu'en soi, c'est cool parce qu'on peut avoir accès à tout. Mais encore une fois, on est dans une société où on a accès à tout et on va même plus chercher ce dont on a besoin. Donc c'est pour ça qu'il faut se dire, c'est cool, j'ai cet outil, mais je vais l'utiliser de la bonne manière pour qu'il me serve bien plutôt que mal. Mais c'est pas essentiel. Voilà, et c'est pas essentiel. Et en photographie, est-ce que tu as des envies, je sais pas moi, genre en vrac comme ça, la publicité, la mode est-ce que tu t'es déjà posé la question ? Ouais. Après, publicité, mode, en soi, ça peut aller de pair. C'est vrai, oui. Mais pas de la pub, pas du packshot, tu vois, pas ce genre de publicité. En fait, j'aimerais vraiment... Moi, mon idéal, limite, même pour, je sais pas, pour n'importe quoi, pas une voiture non plus, mais rester quand même dans du portrait humain. Ouais. Mais peu importe le domaine en soi, tu vois, que ce soit pour des artistes dans la musique, que ce soit pour de la mode, tant que je peux raconter mon truc avec une modèle ou avec moi, ou peu importe le domaine. D'ailleurs, réaliser un clip ou une publicité, c'est plus raccord à la photographie. Mais oui, mais alors là complètement. J'y ai pensé il y a pas longtemps parce que je me disais, mais tiens, les pubs de parfum par exemple. Incroyable. Mais trop bien. En fait, moi, je me dis, mais mes shootings, ce que je réfléchis là-dessus, je pourrais le faire pour une pub de parfum. Format 20 secondes, 4 plans différents, trucs super travaillés, hyper artistiques et tout. Ça m'intéresserait grave de faire ce genre de choses. Oui, parce qu'il faut, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, en fait, avoir une direction artistique très poussée pour 20 secondes, 30 secondes, peut-être même une minute de clip, c'est gérable. Ça, c'est gérable. Mais 1h30 à 2 heures de film avec une direction artistique très poussée comme on peut le faire en photographie. Même sur un clip de 3 minutes, parfois ça peut être très dur. Mais 30 secondes, 4 plans, 4 tableaux, trop bien. Ah mais ça, j'aimerais trop faire ça. Pour commencer, tu vois, je pense que ça me mettrait vachement à l'aise. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont commencé comme ça. Je pense à Ridley Scott, par exemple, il a fait de la publicité, du clip. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands réalisateurs de sa génération. Donc voilà. Génial. Essayons de suivre ses pas, à notre manière. Complètement. Mais ouais, c'est ça. La pub, c'est un chouette format aussi. Hein. Mais ouais, c'est vrai que la pub de parfum, très souvent, je dis parfum parce que depuis petite, j'ai toujours été fascinée par les pubs Flower by Kenzo où la fille, elle plonge dans l'eau, t'as des coquelicots qui poussent dans les fonds sous-marins, enfin t'as des DA, mais incroyables. Mais depuis petite, j'étais fascinée là-dessus, donc ça se trouve, ça vient de là aussi. D'ailleurs, est-ce que tu as vu le dernier, je suis pas sûr, mais l'un des derniers clips de Kendrick Lamar en noir et blanc, enfin il n'est pas qu'en noir et blanc d'ailleurs. T'as pas vu dernièrement là sur le dernier album qu'il a sorti? Ça fait longtemps. Alors là, tu vois, moi je te parle d'il y a un mois et demi. Si, tu vois, ça fait, je sais pas, ça fait quelques mois, alors que moi je suis une grande fan de musique et de clips. J'ai beaucoup de retard là, donc je pense que je l'ai pas vu. Très mauvais très mauvais élève, je ne me rappelle plus du nom de la chanson, mais je te le redonnerai après. Ouais, carrément. Et en fait, il y a un clip, un des derniers qu'il a sorti pour son tout nouvel album. Je t'invite à le regarder parce qu'il m'a mis sur le cul. Justement, ça rejoint ce qu'on disait. Il y a une idée par plan, et des plans, je peux te dire qu'il y en a une tannée dans ce clip. Mais souvent, Kendrick, il fait des clips comme ça. Hein, et il a réalisé, il a co-réalisé. Ah, génial. Et là, je peux te dire qu'il a tapé vraiment très fort. Mais parce que, attends, il avait fait, alors c'est, quel son? Ah, c'est Element. Et en fait, c'est que des plans vidéo qui ont été reprises, des photos, du coup, de Gordon Parks.
J'ai dit Parkson, j'ai mélangé son mais il y nom. avait une connexion quand même. Gordon Parks, du coup, et en fait il a repris voilà, des photos de ce photographe en les adaptant en plan vidéo. C'est super comme Et idée, plan par plan. Ouais, grave. Bah, franchement, en plus là, c'est hyper bien réalisé et tout. Et l'idée est trop chouette quoi. Enfin, je vais regarder, parce que celui-là j'ai loupé, ouais, clairement. Ouais. Mais ouais, en tout cas, je t'invite à regarder le dernier Kendrick Lamar, N95. N95. Ok. 95. Ok, j'irai voir. Grave. Il dure 3 minutes 27, il est pas très long. Ouais. Et ouais, il m'a scotché là. Ok. Il m'a scotché. Il y a même un plan où il y a une voiture qui s'accidente à côté de lui, je n'ai pas compris. Ah ouais. Clairement, vraiment. Mais les clips, c'est fou. Hein. Là, on commence à partir en plus dans des choses de plus en plus folles où tu as un mélange de 3D et tout. Enfin, oui, il y a un réalisateur, moi, dont je suis fan, qui s'appelle Valentin Petit. Qui est trop fort, enfin, je t'enverrai des clips aussi qu'il a réalisés. Mais justement, t'as pas l'impression que c'est de la 3D, mais t'as des moments de 3D qui sont incroyables. Enfin, même il a des espèces de passements de caméra, ça passe dans un trou, ça ressort dans un autre truc. C'est incroyable. Enfin, tu te prends une claque visuelle devant les yeux et ce réalisateur de clips, il est fou. Valentin Petit, ouais. Valentin Petit, okay. Je connaissais pas, je regarderai. Chouette. Mais justement, en plus, les clips, c'est là où tu peux expérimenter parce que les enjeux sont pas les mêmes que sur un film. C'est pas les mêmes, mais du coup, ça peut être un piège un peu aussi, tu vois, parce que tu peux très vite tomber dans un truc pas déjà vu, mais moyen. Disons que je trouve que marquer dans un clip, c'est dur, tu vois. Ouais. Vraiment marquer les esprits. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sort des clips. T'en as à l'appel tous les jours qui sortent. Et t'en as avec plus ou moins de budget, donc forcément ça joue aussi. Entre 5 000 € de budget ou 50 000, bah forcément les possibilités sont pas les mêmes. Mais je trouve que marquer avec un clip, c'est dur. C'est très dur. C'est vrai. Mais tu tombes vite dans le moyen après, genre en mode ouais, c'est cool, mais je retiens pas quoi. Ou le too much. Ou le too much. Ouais. Ou le nul. Enfin, faut dire ce qui est, hein. Le nul aussi, tu vois, genre autant rien sortir. Enfin non, c'est méchant de dire ça, mais... non, mais je vois ce que tu veux dire, parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, où aujourd'hui, la vidéo, c'est tellement démocratisé qu'un petit artiste peut faire une vidéo. Je le sais, parce que je l'ai fait aussi pour mon compte, et les vidéos sont très médiocres. Et je dis sans détour. Mais voilà, parfois, je me questionne, quand il y a quelque chose qui se démocratise autant, est-ce que c'est une bonne chose? Parfois, je me dis oui. Parce que ça permet à plus de grand nombre de s'exprimer. Et parfois je dis non parce qu'on se retrouve beaucoup plus souvent en face de choses médiocres. On se retrouve en face de choses médiocres, mais au moins on a le recul pour voir les belles choses aussi. Parce que justement dans un champ de fleurs jaunes, tu verras la rouge plus facilement, tu vois. C'est beaucoup plus positif et que mon cynisme, je trouve ça va finir après, la vidéo, c'est magnifique. Mais du coup la fleur rouge, tu auras plus de mal à la trouver peut-être. Mais quand tu la trouveras, elle sera, tu te diras ça c'est excellent, tu vois, face à toute la médiocrité que tu vois. Très joli ce que tu viens de dire. J'adore les métaphores. Ah oui, je vois ça. Parfait. Parfois je peux faire des phrases de passer 10 minutes à faire une métaphore, j'adore les métaphores. Bah écoute, on arrive à la fin. Ok, c'est passé très vite. Oui, c'est passé très vite. Ouais, c'était passionnant encore une fois. Merci à toi. Mais je t'en prie. Et juste pour finir quand même, du coup j'invite les gens à te suivre sur Instagram évidemment. Merci. Raphaël Lorgeril. Oui. Je mettrai tout en description. Raphaël, tout pour Raphaël. Oui. Mais ton site internet aussi. J'ai mon site internet aussi. Où tu vends des tirages sur ta boutique en ligne. Exactement, ouais, je vends des tirages aussi. Donc n'hésitez pas à venir suivre les actualités. J'invite les gens à venir suivre ton travail. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi. Le soleil se couche et nous avons fini. Oui, tout à fait. Et je l'ai en pleine face, c'est génial. C'est le moment pour arrêter, c'est bon, Tom il a mal aux yeux là.